Koué, good afternoon, bonjour à tous. Mon nom est Florence Bouton, je suis la directrice de communication et des partenariats stratégiques chez Dialogue NB. Je vous souhaite la bienvenue. Ensemble, nous allons comprendre comment le racisme systémique impacte la santé mentale au cours de ce dialogue que nous organisons en partenariat avec le réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick et avec la collaboration de l'Association des étudiants et étudiantes internationaux du campus universitaire de Moncton, le Conseil des personnes d'ascendance africaine du Nouveau-Brunswick et avec le soutien d'Opportunités Nouveau-Brunswick. J'ai le plaisir d'animer ce dialogue en compagnie de Serge Zabli, qui est chef d'intégration et de rétention des étudiants internationaux à travers la province auprès d'Opportunités Nouveau-Brunswick. Bonjour Serge. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous, bonjour chers participants. C'est un plaisir pour moi de justement co-animer ce dialogue avec Florence. C'est un plaisir que nous allons justement partager ces 2 heures avec vous. Donc, sans toutefois me répéter, puisque Florence a si bien fait l'introduction, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de vous, le public, il s'agit de vous, les participants. Donc, l'honneur vous sera réservé ce soir. Alors, comme vous le savez, avec la COVID, on a beaucoup appris, c'est-à-dire comment s'en sortir, même en étant à distance. Notamment, ce que vous voyez aujourd'hui, nous avons des panélistes, des participants d'un peu partout au Canada et même, je dirais, même partout à travers le monde. D'où moi, je me connecte ici depuis Moncton. Donc, ce territoire visé par les traités de paix et d'amitié signés à l'origine en 1725 par les peuples Wolastoqey, Malécite, Micmac et Passamaquoddy, ainsi que la couronne britannique. Les traités n'avaient pas pour but de traiter la cession des terres et des ressources, mais plutôt de reconnaître le titre et propriété des ressources du peuple Wolastoqey. Fait juste sur Wolastoqey. Voilà. Micmac et ainsi établir les règles et les rapports qui pouvaient se poursuivre à long terme. Ceci étant dit, mesdames et messieurs, j'invite tout le monde et toutes ces personnes qui sont ici connectées avec nous de nous mettre en commentaire, soit dans la section clavardage, où est-ce que vous vous situez, dans quel territoire vous vous situez aujourd'hui. Et pour toute personne qui voudrait se joindre à ce jeu, ça nous fera plaisir de pouvoir vous situer. Je vous invite également à consulter ce document qui vous est partagé à l'instant même dans la section clavardage. Ce document vous montre comment est-ce que vous devez faire correctement la reconnaissance des territoires non cédés. Au passage, je tiens également à remercier le docteur David Perley, ancien directeur du centre Micmac de l'Université du Nouveau-Brunswick et administrateur du Dialogue Nouveau-Brunswick pour cette belle ressource. Merci beaucoup, docteur Perley, pour le travail que vous avez accompli et que vous continuez d'ailleurs de faire pour le peuple autochtone. Sans toutefois tarder, je vais donc repasser la parole à ma collègue Florence pour nous donner la suite de l'événement. Donc, on aura le temps de discuter tout à l'heure. Merci beaucoup. Florence, à toi l'honneur. Alors, ce dialogue est à l'initiative, je le rappelle, du réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick. J'invite donc Stéphanie Méroni, coordinatrice du RIFNB, pour nous adresser quelques mots. Bonjour à tous, ça me fait très plaisir d'être là parmi vous pour représenter donc le réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick, plus communément appelé le RIFNB. Donc, dans le cadre de la célébration du mois de l'histoire des Noirs, il s'agit d'un de nos événements importants chaque année qui promouvoit la diversité. Et cette année, en fait, le RIFNB a souhaité organiser ce webinaire pour laisser place à la discussion. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas le réseau d'immigration francophone du Nouveau-Brunswick, en fait, c'est quoi? C'est une table de concertation qui regroupe 26 membres touchant de près ou de loin à l'immigration francophone au sein de la province. On est une initiative du fédéral, du ministère de l'Immigration, Citoyenneté et Réfugiés, Canada, et tous les membres sont répartis à travers le Nouveau-Brunswick pour faciliter l'accès à des services en français pour tout ce qui concerne l'établissement et l'intégration des nouveaux arrivants au sein de notre province.
L'un des rôles du réseau en immigration francophone est de sensibiliser la communauté aux diverses questions touchant la population immigrante francophone. Et le sujet aujourd'hui s'est révélé être un point important pour nos partenaires de cet événement, soit l'Association des étudiants et étudiantes internationaux du campus universitaire de Moncton et le Conseil des personnes d'ascendance africaine du Nouveau-Brunswick. Donc, à travers ce type de webinaire, nous souhaitons avant tout que ces échanges d'idées et cette prise de conscience fasse un chemin en chacun de nous. Nous vous remercions vivement d'être présents et aussi on remercie tous nos partenaires qui sont autour de la table et nos panélistes. Et je vous souhaite une bonne discussion et bon après-midi. Merci. Merci Stéphanie. Alors, pour ceux qui nous regardent via Facebook, veuillez noter que la traduction n'est pas une fonction disponible sur Facebook Live. Par contre, elle est disponible dans le webinaire Zoom d'aujourd'hui. Alors, vous trouverez tous les liens pour nous rejoindre sur Zoom dans la partie événements de Facebook notamment. Nous enregistrons également ce dialogue afin que vous puissiez le visionner sur YouTube un peu plus tard quand vous le souhaiterez. Nous remercions bien sûr la télévision Rogers qui diffusera également ce dialogue sur ses chaînes. J'aimerais partager maintenant avec vous quelques informations au sujet du fonctionnement. Tout d'abord, la traduction est disponible pour ceux qui nous suivent donc sur Zoom à l'intérieur du webinaire. Vous n'avez qu'à activer la fonction qui se trouve un petit peu plus bas, là, en bas de votre écran. Les directives sont mentionnées dans le clavardage. Alors, comme ceci est un webinaire, il est normal que vous ne voyez que les panélistes, que vous ne voyez pas, et puis les animateurs aussi, mais que vous ne voyez pas les autres participants du public. Vous pouvez participer activement tout au long du dialogue en commentant dans la fonction clavardage ou encore en écrivant votre question à l'aide de la fonction Q&A, je traduis, foire aux questions. Il est possible de communiquer votre question à une personne spécifique ou bien à tous les panélistes. Ceci s'applique également dans la fonction clavardage. Vous pouvez choisir que tous les participants et panélistes voient votre commentaire ou seulement les panélistes. Et maintenant, je passe la parole à nouveau à mon co-animateur pour l'introduction des panélistes. Merci beaucoup, Florence. C'est encore un honneur parce que présenter les panélistes, je pense que je n'aurais pas eu mieux que ça. Donc, merci encore pour ça. Donc, aujourd'hui, cher public, chers participants, nous sommes vraiment choyés d'avoir des panélistes détails. Et quand je dis détails, vous le découvrirez tantôt. Ce sont tous des personnes expertes et expertes dans leur domaine, issus de différents horizons, notamment la communauté noire, la communauté autochtone. Donc, mesdames et messieurs, où que vous soyez, peu importe votre écran, petit, gros, moyen, nous allons tous ici accueillir nos panélistes de façon individuelle. Mais je vous demande, s'il vous plaît, de faire une petite acclamation, même si on ne vous voit pas, mais on sent que vous allez le faire. Je vais ici commencer par une personne que j'ai eu l'occasion de vraiment côtoyer parce que cette personne, elle m'a enseigné dans mes débuts jusqu'à ce que je sois ici devant vous. Donc, il s'agit du professeur Leila Sall. Alors, monsieur le professeur, le professeur Leila Sall est un professeur agrégé de sociologie à l'Université de Moncton. Bonsoir, monsieur Sall. Bonsoir. Alors, notre deuxième personne, c'est une dame pétrie de talent, c'est une dame emplie de valeurs humaines. Alors, elle est chercheure et clinicienne en santé mentale, spécialisée en psychologie interculturelle et en approche d'intervention adaptée aux communautés noires. Madame Yann Vivette, bonsoir. Bonsoir, Serge. Alors, juste une petite parenthèse, vous avez vu que le nom de Madame Yann était vraiment très kilométrique, mais vous comprendrez pourquoi est-ce que son nom professionnel est très kilométrique. C'est parce qu'elle réfléchit vraiment de façon kilométrique et elle va vous le démontrer ce soir. Mais pour contre-attaquer, mesdames et messieurs, chers participants, il y a une personne qui a dit non, même si moi je n'ai pas de nom kilométrique, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Elle est tout simplement, je dirais, traumatologue clinique et superviseur. Mais je vous dis, faites attention aux yeux calmes parce qu'elle est dangereuse, elle est très puissante, elle est très frappante. Je vous demande ici d'applaudir Mme Kayla Brelov-Carter. Bonsoir, Mme Carter. Bonsoir à tous. Alors, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir accepté vraiment notre invitation. Vous aurez la lourde responsabilité d'entretenir notre charmant public ici.
Et donc, vous aurez à répondre à des questions, à des commentaires. Et justement, c'est pour ça que nous sommes ici. Et je dis lourde responsabilité, mais vous connaissant, je suis sûr qu'aucune responsabilité n'est assez lourde pour vous. Donc, je suis sûr que nous allons vraiment bien nous enjailler. Comme on le dit, ça va être le fun ici, avec beaucoup de connaissances, bien sûr. Mais avant de passer dans le vif du sujet, je vais donc demander à ma collègue, Mme Florence, de nous donner un peu le cheminement, c'est-à-dire la map de comment est-ce que va se dérouler ce dialogue. Donc, Florence, pourrais-tu nous dire un peu ce serait quoi le déroulement? Qu'est-ce qui s'en vient pour la suite? Oui, je vais vous présenter le format du dialogue pour que vous ne soyez pas surpris, quoique nos panélistes vont nous réserver, je suppose, beaucoup de surprises et beaucoup de connaissances à venir. Mais voilà comment ça va se passer. Alors d'abord, je vous rappelle le but de notre dialogue. Le but de nos dialogues, d'ailleurs chez Dialogue NB, c'est toujours d'obtenir une meilleure compréhension d'un sujet et non pas d'atteindre sa résolution. Si à la fin de ce dialogue, vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose, eh bien nous aurons réussi notre mission. Sachez également que nous publions des rapports sur chacun de nos dialogues et que ceux-ci sont partagés avec les parties prenantes. Ils sont également accessibles au public sur notre site web. Vous pouvez les télécharger à tout moment. En ce qui concerne le déroulement d'aujourd'hui, donc, nous allons poser des questions aux panélistes afin qu'ils et elles puissent nous expliquer l'impact du racisme systémique sur la santé mentale. Par la suite, nous aurons du temps pour répondre à quelques questions et nous entretenir avec les participants, donc avec vous. En tout temps, vous pouvez utiliser, si vous êtes dans le webinaire, vous pouvez utiliser la fonction clavardage pour commenter. Alors, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, je vais simplement vous rappeler quelques principes auxquels nous tenons, des principes qui s'appliquent d'ailleurs exactement de la même manière sur nos médias sociaux. Les voici. Nous invitons chacun à faire preuve de respect et de courtoisie dans la publication de ses commentaires. Les éléments suivants ne seront pas tolérés et seront systématiquement effacés. Je veux parler des commentaires diffamatoires, abusifs et obscènes, les déclarations discriminatoires fondées notamment sur le sexe, la religion, la nationalité, l'orientation sexuelle, la couleur de peau, et bien sûr aussi les propos incitant à la haine ou à la violence. Tout cela n'a pas lieu d'être ici. Le dialogue va bientôt commencer et j'aurai le plaisir d'en être la gardienne du temps. Je laisse donc la parole à Serge qui va planter le décor. Merci encore, Florence. Et voilà qui est clair. Donc, je pense que ici, nous savons tous et toutes à quoi nous attendre et quoi faire. Ceci étant dit, j'aimerais quand même faire une brève introduction vis-à-vis du contexte qui nous attend pour le débat. Mesdames et messieurs, chers participants, vous êtes sans ignorer que notre société aujourd'hui est frappée de plein fouet par des mots. Et quand je dis mots, je veux bien dire M-O-T-S, tout comme M-A-U-X. Parce que ce sont ces mots M-O-T-S qui créent ces mots M-A-U-X. Et notamment, quand je dis mots, je parle de l'anxiété, la dépression, le suicide, et juste pour ne citer que cela. Les attaques racistes et les regards empreints de préjugés peuvent avoir des conséquences graves sur la santé mentale des personnes noires et des communautés autochtones. Mais en réalité, le mal dont souffrent ces personnes racisées au Nouveau-Brunswick est beaucoup plus profond que nous le pensons. Ce système suit la dynamique d'une insidieuse chaîne de conséquences. Il précipite les personnes racisées dans un environnement physiquement et mentalement difficile à l'origine de nombreux troubles sur la santé mentale. S'en sortir relève d'un défi quand les soins culturellement appropriés sont encore rares. Lorsque les professionnels de la santé issus des communautés noires et autochtones sont encore très peu nombreux et que la confiance dans le système de santé bat des ailes et reste encore très affaiblie par des siècles de peur et de traumatisme provoqués par le racisme systémique. Ce qui relève ici une question, n'est pas dit des questions, mais justement, nous n'allons pas poser toutes ces questions parce qu'ils vont nous donner, je dirais, une journée, 2 jours, une semaine. Nous ne pourrons jamais terminer les questions dont relève le racisme systémique. Dans ce contexte, 2 questions vous seront posées à réflexion, notamment
quelles solutions disposent les personnes noires et autochtones pour prendre soin de leur santé mentale? Ensuite, comment agir en tant qu'alliés? Car vous et nous, tous, nous sommes impliqués dans la santé mentale. Nous sommes tous concernés par la santé mentale, soit en tant que victime, soit en tant que bourreau. Peu importe, nous devons jouer un rôle dans cette thématique. Alors, j'attire votre attention ici pour où nous avons tous un rôle à jouer dans la réduction du racisme systémique et donc, ce serait là l'objet de ce débat aujourd'hui. Le décor étant planté, j'aimerais ici vous demander à vous, chers panélistes, de mettre vos bottes parce que nous allons commencer à courir. Pour vous trois, est-ce que vous voulez prendre de l'eau, juste un verre, parce que nous allons commencer. Je sais que si vous n'avez pas de l'eau, c'est correct. Mais préparez-vous à l'attaque. Je dis l'attaque parce que je sais que vous êtes capable là. Ce qui m'amène donc à ma première panéliste, parce que je ne vais pas quand même briser le suspense. Monsieur Sall, vous êtes l'heureux gagnant pour pouvoir nous faire l'ouverture de la valve qui va faire découler le flot des commentaires, des questions et de la connaissance que vous allez partager ici avec nous. Mais avant, tel que l'a mentionné ma collègue Florence, vous disposez d'un temps que je vais devoir vous rappeler et elle fera la garante de ce temps. Vous avez 8 minutes avec 2 minutes supplémentaires en temps additionnel. Si vous passez ces 2 minutes, là, vous tombez en zone rouge. Et là, je vais me fâcher. Et si vous tombez en zone rouge, Florence va se fâcher. Et quand Florence se fâche, il n'y a plus d'électricité. Donc, je ne pense pas que c'est ce que nous voulons. Alors, alors ne provoquez pas Florence et restons dans le temps. Donc, je commence ma première question avec vous, M. Sall. Pouvez-vous nous faire une définition du racisme systémique tout en nous présentant quelques contextes qui pourraient nous permettre de mieux appréhender cette thématique? Donc, je vous laisse la parole, M. Sall. Vous avez 8 à 10 minutes et on espère vraiment qu'on aura le plaisir de poursuivre cette rencontre en toute bonne forme. Donc, merci beaucoup à M. Sall et vous avez la parole. Bon, bonjour tout le monde. Donc, tu m'as présenté comme le gagnant, mais moi, je pense que c'est plus être le perdant ou en tout cas le cobaye. Je dirais que c'est plus le cobaye ici. Donc, la question qui m'est posée ici, c'est qu'est-ce que c'est que le racisme systémique? C'est vrai que c'est une question d'actualité, on en parle. Et il y a même des gens qui se demandent, mais comment ça se fait qu'on parle de racisme systémique alors que le raciste, c'est quelqu'un, on connaît qui c'est. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que pour savoir ce que c'est que le racisme systémique, pour pouvoir l'appréhender comme concept, il faut vraiment essayer de se mettre dans la tête qu'il y a ce qu'on appelle des... moi, je dirais que le mot même, ce n'est pas racisme systémique. Le mot juste ou le concept juste, parce qu'on est un peu très stressé par les concepts en sociologie, le mot juste ou le concept juste, ça devrait être discrimination systémique. Mais ça va venir au cours du débat. Alors, quand on parle de racisme systémique ici, il faut savoir qu'il y a des gens qu'on peut désigner comme racistes. C'est-à-dire, je prends juste un exemple, Florence qui est employeur, qui se dit que moi, je ne vais pas recruter telle personne parce qu'elle est noire et les noirs sont paresseux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du racisme direct ou des discriminations directes. C'est très clair et ça peut mener Florence en cours. Mais sauf que Florence est intelligente. Donc, ce qu'elle va faire, c'est mettre en place des pratiques qui vont faire en sorte qu'il y aura discrimination quand même. C'est-à-dire que le résultat sera le même. Son entreprise ne va pas recruter des Noirs tout en mettant en place des pratiques indirectes. Donc, quand vous entendez parler de racisme systémique, en général, c'est quoi? C'est le fait que dans une société, vous avez les institutions qui fonctionnent de manière en apparence très neutre, mais en même temps, quand on y regarde de plus près, ces institutions-là discriminent en fait des personnes en fonction de leur supposée appartenance raciale. Donc, quand on regarde les institutions, leur fonctionnement, c'est assez neutre.
ça ne fait même pas référence à la race, en fait. Mais quand on y regarde de plus près, c'est tellement raciste et ça aboutit à des discriminations qu'on appelle des discriminations systémiques. Je vais donner des exemples. OK? Par exemple, le marché du travail ici au Nouveau-Brunswick ou en Amérique du Nord qui fonctionne selon le bouche à oreille. On sait que souvent, ce qui arrive, c'est que ce sont les personnes non racisées, blanches, qui ont le pouvoir, qui sont en grande majorité des employeurs. Et donc, ce qui arrive, c'est que si on agit par le bouche à oreille, mais ce qui arrive, c'est que ce sont souvent les personnes racisées, surtout quand ils viennent d'arriver comme immigrants, qui n'ont pas de réseau, qui risquent d'être discriminés alors qu'ils ont leurs compétences. Mais prenez le cas du Canada, pas besoin d'aller aux États-Unis. Le Canada, les personnes noires qui arrivent maintenant sont parmi les plus diplômés. Ils arrivent en tant que docteur, en tant qu'ingénieur, etc., mais ils n'arrivent pas à s'insérer sur le marché du travail, ou bien s'ils s'insèrent, c'est avec des emplois de moins bonne qualité qui ne sont pas dans leur domaine. Donc, vous avez un exemple de racisme systémique ici. La loi aussi, la loi, on sait qu'il n'y a pas de loi qui dit que, bon, les Noirs, vous, là, vous êtes de potentiels criminels, vous devez tous aller en prison, ou bien vous êtes de potentiels voleurs. Il n'y a pas de texte explicite qui le dit. Mais quand on regarde de plus près, il y a le profilage racial qui fait que des personnes racisées vont souvent en prison. Est-ce que vous voyez? Alors que le fonctionnement, dans son fonctionnement, la loi est universelle, elle est là pour tout le monde est égal devant la loi. Donc, vous voyez qu'avec le profilage racial, il y a un cas de racisme systémique ici. Prenons le cas aussi des États-Unis, qu'on connaît bien, avec le découpage des circonscriptions électorales, ce qu'on appelle en anglais le gerrymandering. Ça ne fait jamais référence à la race, mais il y a des communautés noires qui sont privées ou dépourvues souvent de pouvoir élire des représentants, souvent dans les élections municipales ou dans les élections sénatoriales, ou même lors d'élections présidentielles, en redécoupant des circonscriptions où il y a une majorité de noirs, c'est-à-dire qu'on prend une partie de la circonscription, on met ça dans une circonscription blanche, l'autre partie dans une autre circonscription blanche, et puis finalement, on dilue leur vote, leur pouvoir. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent plus finalement élire le candidat de leur choix avec ces découpages-là. Donc, vous voyez que ça ne fait jamais référence à la race, mais quand même, c'est du racisme, parce que ça vise à leur enlever ce droit-là. Et puis, autre chose aussi, c'est que quand on regarde toujours du côté américain, les élections, mais il y a combien de Noirs qui sont privés de droit de vote à cause de petits délits? Alors que des Blancs, souvent, des délinquants à col blanc, costard, cravate, ont commis des délits financiers, mais souvent sont condamnés soit légèrement, soit ne perdent pas leur droit de vote. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça, ça aboutit à du racisme systémique. C'est-à-dire que ici, le fonctionnement des institutions fait en sorte que, bon, c'est en apparence neutre, c'est juste pour tout le monde, mais en même temps, vous voyez bien que c'est du racisme systémique. Donc, ça, ce sont des exemples que j'avais à donner. Maintenant, moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu fais dans ce panel-là? Parce qu'on parle de santé mentale. Et là, si on regarde de plus près, c'est sûr que j'ai le droit d'être ici, j'ai ma place ici, parce qu'en sociologie aussi, on a une perspective sur la santé mentale. Parce que, qu'est-ce qui arrive? C'est-à-dire que les personnes racisées, pourquoi ils ont souvent des problèmes de santé mentale? C'est dû à l'environnement, au milieu social dans lequel ils vivent. Parce qu'on est en bonne santé mentale, vous et moi. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un environnement prévisible. Par exemple, Florence, quand tu traverses la rue, tu es à peu près sûr à 99%, bon, quoi qu'il faut faire attention là, qu'un conducteur ne va pas venir avec sa voiture te renverser. Donc, tu vis dans un milieu sécuritaire. Donc, ça, c'est de la prévisibilité. Quand tu interagis avec des gens, il y a aussi cette prévisibilité qui fait que tu as confiance en toi. Mais imagine être une personne racisée, tu interagis avec des gens, tu ne sais même pas si la personne est raciste, si ta couleur de peau, il s'en fout, de toute façon, il va te traiter comme il traite tout le monde, tu ne sais pas. Donc, il y a cette insécurité, ce qu'on appelle en sociologie l'insécurité ontologique ou l'insécurité existentielle, qui fait que nous, les personnes racisées, souvent, on est tout le temps stressés par ce milieu-là. Ou c'est un milieu où il y a le privilège blanc. Et nous, en général, non seulement quand on interagit, on est dans l'insécurité, quand on applique pour des emplois, on est dans l'insécurité. En face des policiers, on est dans l'insécurité, mais regardez, là, faites le compte des gens qui ont été tués, surtout par la police, aussi bien ici qu'au Canada, mais les interactions, c'était des interactions somme toute banales, et ça aboutit à la mort. Mais regardez le cas de George Floyd, je ne vais pas vous faire un tableau, c'est une interaction tout à fait normale, de routine, mais qui aboutit à l'assassinat. Imaginez.
Et donc, ça arrive peu à des personnes blanches, mais ça arrive beaucoup à des personnes racisées, notamment des personnes noires. Donc, cette imprévisibilité dans les situations interactionnelles et aussi dans les opportunités, dans les possibilités d'accès aux ressources, c'est tout ça qui fait que les stresseurs, comme on dit, ce n'est pas mon domaine, hein, il va être certainement, Yann et Kayla vont y revenir, mais cette imprévisibilité, cette absence d'accès à des ressources, ça augmente les stresseurs auxquels nous, on fait face, et c'est ça qui déclenche souvent des problèmes de santé mentale. Je ne sais pas si je suis encore, je ne sais pas si je suis encore dans les temps là, mais là, tu es pile. excellent. Voilà, tu as parfaitement maîtrisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sall. Et franchement, j'ai regardé le temps et puis vous avez super bien fait ça. Parce que je vous ai même noté quand vous avez commencé et là, vous finissez pile point. Je vous ai dit, vous êtes l'heureux gagnant. Je pense que vous avez déballé l'exemple. Du coup, il y a la pression maintenant sur Kayla et Vivette là pour savoir est-ce qu'elles vont faire la même chose comme M. Sall ou bien elles vont dépasser. Mais la zone rouge est là. Alors, Florence, je te laisse donc la parole pour notre deuxième intervention, notre deuxième question. Oui, alors, comme Leila Sall le disait, profilage racial, discrimination à l'embauche, dilution du vote, insécurité, tout cela a des conséquences sur la santé mentale des personnes racisées. Alors, pour mieux comprendre, je vous propose que Yann Vivette Tsotny nous offre une définition, sa définition de la santé mentale et par la suite nous présente les communautés noires, leurs enjeux et leurs spécificités sur ce sujet. Ok, merci beaucoup, Florence. Excuse Vivette de vous interrompre. Juste une note du support technique, étant donné que nous avons l'interprétation simultanée. Donc, l'équipe technique demande à ce qu'on ait un rythme de communication un peu plus standard pour pouvoir leur permettre de faire la transition français-anglais. Donc, c'est ce que je voulais juste souligner. Merci. Ok, donc ne pas aller trop vite alors. Absolument. Ok, donc j'ai juste un petit slide à projeter. Donc, c'est moi juste... Est-ce que tout le monde voit le slide? Oui? Oui. Je vais essayer de le mettre en mode... voilà. Là, c'est bon? OK. Donc, je vais commencer. Avant de venir ici aujourd'hui, je me suis prêtée à un petit exercice. J'ai posé la question dans un groupe d'amis, à savoir, selon vous, est-ce que le racisme peut avoir un impact sur votre santé mentale? Et la plupart d'entre eux m'ont répondu, ah non, pas du tout. J'ai dit, mais pourquoi vous pensez ça? Ils m'ont dit, bah, tu penses vraiment que le racisme peut me rendre fou? Donc, d'où l'importance de parler vraiment des représentations de la santé mentale. Moi, je ne saurais pas définir la santé mentale sans parler des représentations. Même quand on regarde dans la littérature, il n'y a pas une seule définition de la santé mentale. La manière dont je vais définir la santé mentale va dépendre de mes croyances culturelles. Comment est-ce qu'on appelle la santé mentale dans ma langue maternelle, par exemple? Les croyances sociales, que disent les médias sur la santé mentale? Qu'est-ce qu'on m'a appris à l'école? Qu'est-ce que j'entends dans la rue? Les croyances familiales, qu'ont dit mes parents, que disait papa, que disait maman, mes frères et mes sœurs. Comment est-ce que nous, on définissait la santé mentale chez nous? Les expériences personnelles. Est-ce que j'ai déjà eu des problèmes de santé mentale? Est-ce que je connais des personnes qui ont des problèmes de santé mentale? Et ça ressemblerait à quoi? On a également la religion. Que dit ma religion sur la santé mentale? Et ma propre culture générale. Qu'est-ce que j'ai lu sur la santé mentale? Il y a pas mal de facteurs comme ça qui peuvent influencer la manière dont on va définir la santé mentale. C'est ce que je voulais souligner ici. Il n'y a pas une seule définition. Il y a plusieurs définitions et la santé mentale peut avoir plusieurs dimensions également. Alors, j'aime bien projeter cette image. Les personnes qui ont grandi en Afrique ou qui viennent d'Afrique vont un peu la comprendre. En général, quand on parle de santé mentale, c'est ce qui nous vient à l'esprit, c'est-à-dire « Ah non, non, je ne suis pas fou ». Parce que dans nos pays, souvent, santé mentale est assimilée à la maladie mentale, c'est assimilé à la folie. Donc, les personnes qu'on appelle les fous,
C'est des personnes qui sont itinérantes, elles mangent dans des poubelles, elles parlent seules, elles sont sales, elles vivent dans la rue, parfois elles sont agressives et on a le sentiment qu'elles ont quitté notre monde. C'est un peu comme si elles vivaient dans un monde à part. C'est pourquoi parfois quand on parle de santé mentale à certaines personnes, il y a un peu un geste de recul parce qu'elles ont le sentiment qu'on leur parle en fait de la folie. Parce que dans leur environnement, c'est à ça que ça ressemble, la santé mentale. Pour d'autres personnes, la santé mentale va faire appel à d'autres représentations. Par exemple, on va penser à la psychiatrie, on va penser à la thérapie, le psychologue, les médicaments. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en fonction de la société dans laquelle on vit et en fonction de notre propre niveau de connaissance. Donc, si on rentre maintenant au niveau des définitions individuelles, j'ai repris un peu ici les propos qui ont été recueillis dans le groupe où j'ai lancé la discussion. Je leur ai dit, dites-moi, c'est quoi pour vous être en bonne santé mentale? Donc voilà, je suis en bonne santé mentale quand je n'ai pas de problème. Je suis en bonne santé mentale quand je ne suis pas malade, quand je m'entends bien avec ma famille, quand je ne vis pas d'épreuves, quand je n'ai pas transgressé d'interdits, quand je suis alignée avec mes traditions, avec ma religion. Donc, on voit que pour certaines personnes, être en bonne santé mentale aussi, ça regroupe en fait un bien-être global. Ce n'est pas seulement être bien avec moi-même, c'est être en harmonie avec mon environnement, c'est avoir de bonnes relations avec ma famille, mes proches, c'est être aligné avec mes traditions, mes rites et mes rituels. Donc, ça revêt parfois une dimension beaucoup plus globale que simplement le fait de se sentir bien. Maintenant, je vais vous parler de la définition de l'OMS. L'OMS, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d'accomplir un travail productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté. Ça, c'est la définition de la santé mentale de l'OMS. Et très souvent, comme il y a une confusion avec la maladie mentale, je vais vous donner aussi la définition de la maladie mentale. Une maladie mentale, en fait, désigne tout changement qui va affecter la pensée, l'humeur ou le comportement d'une personne de manière durable, qui lui cause une détresse ou une souffrance cliniquement significative et qui va impacter son fonctionnement quotidien. Et en termes de maladie mentale, il y en a plusieurs. Si je prends juste comme référence le DSM, qui est le manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux, on a plus ou moins 400 maladies mentales. On a la dépression, on a l'anxiété généralisée, on a le trouble de stress post-traumatique. Donc, les maladies mentales, il y en a plusieurs. Maintenant, ça ne veut pas dire que si je suis en santé mentale, ça veut dire que je ne suis pas malade. Non, les deux ne sont pas opposés. Je peux avoir une bonne santé mentale et avoir une maladie mentale. Pourquoi? Parce que ma dépression a été diagnostiquée, je suis suivie et je me sens bien. Comme je peux ne pas avoir de maladie mentale, mais je ne suis pas en bonne santé mentale. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains et qu'il arrive des moments où on vit des épreuves difficiles, on peut avoir de la détresse émotionnelle sans pour autant avoir une maladie mentale. Donc, vous voyez qu'on peut bouger comme ça au sein des continuums sans pour autant dire qu'on est soit malade, soit en santé mentale. Ça peut arriver à tout le monde à un moment donné d'être en détresse ou de développer une maladie mentale. Maintenant, je vais terminer avec les communautés noires. Moi, j'aime souvent rappeler quand on fait des événements comme ceci que la communauté noire, elle n'est pas homogène. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes différents dans la langue que nous parlons. Nous avons plusieurs dialectes. Moi, je viens du Cameroun. Nous avons plus ou moins 300 ethnies. Chaque ethnie a sa langue. Nous sommes différents déjà dans le même pays. Nous n'avons pas les mêmes cultures. Nous n'avons pas les mêmes religions. En termes de parcours d'immigration, si je prends un jeune Congolais qui est né à Montréal, qui a grandi à Montréal, et que je le compare avec un jeune Guinéen qui vient d'arriver au Canada, ça fait 3-6 mois, ils n'ont pas été exposés au racisme de la même manière. Celui qui est né au Canada depuis l'école primaire, le secondaire, une fois qu'il travaille, il est exposé au racisme systémique, il est exposé au racisme interpersonnel. Mais pour la personne qui n'a jamais quitté son pays et qui vient d'arriver au Canada, peut-être que c'est la première fois qu'elle va vivre l'expérience du racisme. Donc, on a des divergences au niveau de l'exposition au racisme. On a également des divergences au niveau des réactions à l'adversité et à l'oppression. Par exemple, il y a des familles où on nous apprend que, écoute, ça ne sert à rien de dénoncer, de te plaindre, parce que la police, écoute, on va venir te chercher, on va te mettre en prison. Donc, il y a des personnes qui ont grandi dans des environnements où ils n'ont pas la culture de la protestation.
Ils n'ont pas la culture de dire, je vais dénoncer, je vais réclamer mes droits. Et même quand on leur dit, écoute, tu as des droits, ce que tu vis à ton travail, c'est pas normal, c'est du racisme, ils vont dire, oui, je sais, mais c'est pas grave, c'est le destin, c'est comme ça. Donc, une espèce de peur qui a été apprise dans nos familles, dans l'environnement dans lequel on a vécu et qui va se voir aussi au niveau des différents groupes qu'on aura au sein des communautés noires. Et en ce qui concerne les préjugés et les tabous sur la santé mentale, peu importe la communauté dont on vient, je pense que les préjugés sont quand même assez communs. On a le sentiment que la santé mentale ne nous concerne pas. Mais bien heureusement, depuis un certain temps, il y a de plus en plus de campagnes de sensibilisation et on commence à être de plus en plus conscient que la souffrance est universelle, même si la manière de la manifester et la manière d'intervenir ou de la guérir varie fortement en fonction de nos croyances, en fonction de nos capacités et même en fonction des ressources que nous avons autour de nous. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas couru trop vite. Je suis encore dans les temps ou pas? Oui, là, comme Leïla, tu es parfaitement dans les temps. Ok, d'accord, merci. Donc, je vais arrêter de partager. Alors, merci beaucoup Yann Vivette, c'était passionnant. On a avec vous mieux compris qu'avoir des problèmes de santé mentale, ça ne signifiait pas nécessairement être fou, que la perception de la santé mentale varie selon des différentes dimensions, varie selon des individus, qu'on peut avoir, on peut ne pas avoir de maladie mentale sans pour autant être en bonne santé mentale et inversement. Donc, on a aussi bien compris qu'il y a des divergences en termes d'exposition au racisme. Tout le monde n'a pas le même vécu et tout le monde n'a pas la même façon de répondre aux attaques. J'ai noté aussi cette phrase, la souffrance est universelle et la manière de la guérir varie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je laisse la parole à Serge qui va nous présenter la troisième panéliste. Merci Florence, merci encore Madame Vivette pour cette bonne interprétation. Et je pense que le défi est vraiment relevé jusqu'à présent parce que M. Sall a mis là-bas en termes de chronomètre, vous l'avez respecté et je suis sûr que ça va vraiment aller comme ça. Merci encore à vous deux pour votre intervention. Now my second question, because I already have my first one, my second question is for Ms. Carter. So Ms. Carter, as a trauma expert, can you define for our listener what is racial trauma and how racial biases generate this type of trauma? Oui, une bonne question. So let me start off with racial trauma. So racial trauma refers to the stressful impact or emotional pain of one's experience with racism and discrimination. Racialized people experience worsened traumatic stress reactions because of the cumulative impact of exposure to multiple adversities, historical trauma that is passed down through our genes, and how society continues to perceive and treat certain groups. Our reactions reflect injury and not a mental health disorder. Racial trauma causes wounds to individuals, to groups, as well as communities. The biggest aspect of racial bias, in my opinion, is color blindness, microaggression, and I'll explain my bunny ears at that point, as well as race and privilege. So color blindness is a way of seeing the world wherein mostly white people insist that they do not notice the skin color of a racialized individual. While race is not a biological reality, it is a social reality. And the refusal to recognize that race is part of the lives of racialized people is part of the psychological and cultural power in racial constructions. In addition to the term people of color, as a white-bodied individual, the term people of color was really established to help mobilize politically many non-whites towards common goals. However, it has unfortunately become a popular term to group everyone who is non-white in a box. Although individuals who say people of color or BIPOC are well-meaning, it does, however, ignore that we are all unique. Putting all ethnocultures in one box prevents us from celebrating what makes them unique and different and focuses on the struggles that we face being non-white. When we use an informed racial lens, it helps to consider the term racialized.
It's also preferred as it recognizes the fact that the obstacles we face are rooted in the historical and contemporary racial prejudices of society and are not brought of our own identities or gaps. Therefore, it's not because we are Black or Indigenous or supposed to be part of a particular group that we face barriers. It's because of the way in which society has structured its belief around what is desirable over what is undesirable, and due to racial prejudice and subconscious privilege. So when we use the term racialize, we're showing society that we recognize the barriers posed by privilege rather than those who are at disadvantage. Now, in terms of microaggression is defined as either a comment or an action that subtly and often unconsciously or unintentionally expresses a prejudice towards a member of a particular group. The issue with this term is that for someone experiencing these quote unquote subtle and often unconscious racist acts, how do you explain the micro part? For them, experiencing this or hearing it often results in knowing it is an injustice, yet not being able to fully comprehend and or articulate the injustice in a way that is understood by others. This is a very overwhelming experience for racialized people. This results in the idea that there is only aggression. Racialized people aren't viewed as microaggressive or micro-angry, they're viewed as angry and aggressive. So the term microaggression is a privilege to one group of people over another. These subtle acts weigh on racialized people's minds for days, months, and sometimes even years. These are not as micro as we make them seem. Aggression is aggression, and they result in the same outcomes, overwhelmed and feeling unsafe. So now when we think about race and privilege as a racial bias, for many members of the human race who identify as white in the Western part of the world, being made aware of one's classification as linked to privilege is likely not a common or welcomed experience. Indeed, many people have never asked or required to reflect on their own privilege status. And in regards to racial identity, doing so might be uncomfortable or even in disagreement with the common narrative regarding social and political changes over the years. For example, white people may attach the concept of progress towards equality or being colorblind, like I mentioned before, as mitigating privilege. As a result, many white people either may not be aware or may avoid considering how simply being white confers special status or experiences, potentially to the detriment of others. While many people may not view themselves as privileged because of their economic or social status, the advantage of being in the historically majority racial group is real, even if it's often hidden. So consider simple life activities such as shopping in a store without the fear of being followed, or buying or renting a home in an area that you can afford without considering of your race. This fundamental disconnect might both motivate and exacerbate the racial and cultural divide in our communities due to lack of awareness of how privilege contributes to the realities of racism. So to acknowledge privilege is to understand that true merit based on abilities alone is a myth for most, that success is not attained based on one's talent or abilities alone, and there's an opportunity and advantages that are only available to certain people. It's clear that in that perspective of traumatic events, which in this case of racial trauma, occurrences of witnessing or experiencing racism, like racial bias, which is a form of racism, discrimination or structural prejudice, like systemic racism that was explained earlier, it generates racial trauma. That's all I got. Wow, thank you so much, Ms. Carter. And I think you all guys did such a great job for your first round. It's a first round. It's not over again. So thank you again. And sometimes we use like some word that we really don't know well the definition. And when I was hearing like a trauma, I think I was always thinking it's when you got like a shock or like an accident or something like that. But hearing you and what you just say, I think
I couldn't hear that before. So thank you for sharing this knowledge with us and with our listener. So maybe Florence, I don't know if you have something to add before we go to the next round. So Florence, c'est à toi. Alors, moi, il y a des choses que je retiens parce que je tâche dans ma vie de tous les jours d'être une alliée et je vois toutes les responsabilités que je dois prendre pour moi aussi apporter ma pierre à la lutte contre le racisme systémique. Alors, en vous écoutant, j'ai noté quelques petites choses enfin, importantes, qu'il est important de reconnaître les différences, que la société a établi ce qui devrait être désirable et ce qui ne l'est pas, enfin, a priori, ce qui fait que moi, ça me place dans un groupe de privilégiés en tant que personne blanche et je dois le savoir, je dois le comprendre, je dois surtout le reconnaître parce que c'est ça qui va m'aider à avoir un autre regard sur le racisme systémique et à agir comme il faut. Et surtout, voilà, par exemple, à reconnaître que parfois, il y a je peux, même sans le savoir, être provoquer des micro-agressions. Alors, c'est important pour moi de me dire, tiens, là, attention, ce que tu vas dire, ça peut être interprété comme quelque chose qui va provoquer une microagression et qui pourrait avoir des répercussions à plus long terme. Donc, c'est à moi de faire attention. Alors, pour continuer, je me tourne vers Yann Vivette. Alors, on a compris qu'il y a bien sûr des réalités spécifiques aux communautés et aux multiples communautés noires, selon leur vécu, selon leurs différentes expériences, et que toutes ces réalités influent sur la façon dont on parle de sa santé mentale. Est-ce que vous pouvez approfondir le sujet en parlant des croyances culturelles, des tabous, des préjugés qui existent sur la santé mentale dans les communautés noires? D'accord, merci Florence. Oui, bien sûr. Donc, donnez-moi juste une petite minute. Donc, voilà. OK. Donc, en ce qui concerne les tabous et les croyances, déjà, j'en ai nommé que quelques-unes parce qu'il y en a plusieurs. Comme j'ai dit, les communautés noires sont très diversifiées. Je ne peux pas généraliser ça à toutes les communautés. Mais ce qu'on peut retrouver dans certains groupes, c'est le fait qu'on ne se confie pas à des étrangers. D'accord? Donc, c'est une croyance qui va parfois empêcher de demander de l'aide. Si on demande à une personne qui se plaint d'avoir été victime de racisme, si on lui dit « va consulter », il peut dire non, moi je ne vais pas aller parler de mes problèmes à un étranger. Il y a également la croyance selon laquelle se plaindre est un signe de faiblesse. Donc, tu ne dois pas te plaindre, tu dois endurer la souffrance parce que plus tu endures la souffrance, plus tu es quelqu'un de fort, plus tu es quelqu'un de mature. Donc, ça, c'est des croyances qu'on peut parfois retrouver qui vont aussi parfois empêcher la personne de se plaindre de ce qu'elle vit ou alors d'aller chercher de l'aide, même si l'aide est juste devant sa porte. Nous avons une sorte de fatalisme parfois aussi qui est lié à nos croyances culturelles. On nous parle de destin. Par exemple, tu parles à un de tes amis de la situation que tu as vécue avec la police, tu as été contrôlé de manière injustifiée, il te dit, écoute, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça, on n'y peut rien, oublie ça, passe à autre chose. Il y a une espèce de résignation, de fatalisme. C'est un peu comme si on n'avait aucun pouvoir et qu'on doit juste subir ce qui se passe. Donc, c'est vraiment le sentiment d'impuissance, à mon avis, qui empêche parfois les gens d'agir pour leur santé mentale. Et aussi, le peu de conscience qu'on a des impacts psychologiques du racisme sur nous et sur les autres aussi va beaucoup jouer. Si déjà, ma compréhension, ma représentation de la santé mentale n'inclut pas les signes et les symptômes des troubles de santé mentale courants, un peu comme la dépression, l'anxiété, le PTSD ou alors autre type de trauma, il est fort probable que je ne sois pas capable d'identifier chez moi des signes et des symptômes que je suis affectée par la situation que je vis. Combien de fois je n'ai pas vu des gens venir consulter en venant avec un problème qui s'est passé au travail, mais ne réalisaient pas à quel point ce problème-là les avait affectés. Ils ne réalisaient même pas qu'ils faisaient une dépression. Donc, il y a un impact sur la reconnaissance des signes de la souffrance chez soi et le peu de connaissances sur sa propre santé mentale va faire que l'impact sur notre fonctionnement sera beaucoup, beaucoup plus grand. Je vais parler également de quelques tabous et des préjugés qu'on peut retrouver dans pas mal de communautés noires.
Très souvent, on va nous dire les Noirs ne font pas de dépression. Pourtant, il y a plein de diagnostics qui sont faits tous les jours. Pour ceux qui travaillent dans le milieu clinique, ils le savent très bien. Les Noirs ne se suicident pas. Bien sûr que si, sauf qu'on n'en parle pas, c'est tabou. La santé mentale, c'est pour les fous. Une fois que je pense que la santé mentale, c'est pour les fous, je n'aurais pas envie d'aller assister à un atelier sur la santé mentale. Je n'aurais pas envie d'aller consulter un professionnel. Il y en a qui vont te dire, mais consulter, ça ne sert à rien, ils font que parler, ils ne résolvent pas ton problème. Il y a aussi une méconnaissance des métiers de la santé mentale. On ne sait pas ce qu'on fait en consultation. On pense qu'on va nous prescrire des médicaments. On confond psychiatre, médecin et psychologue. Un psychologue, il ne prescrit pas de médicaments, il n'est pas médecin, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Quand ils disent, oh, ben, tu veux que j'aille faire une thérapie, c'est que tu veux que j'aille prendre des médicaments. Pas du tout, pas du tout. Faire une thérapie, ce n'est pas prendre des médicaments. Nous avons également le suicide. Je vais vraiment insister sur le suicide parce qu'il y a beaucoup de cas de suicide au sein de la communauté noire. Ici au Canada, je suis très souvent appelée pour faire des ateliers ou parler à des familles de manière informelle. Et je suis toujours sidérée quand je me rends compte que la personne avait parlé de sa situation. La personne avait donné des signes. La personne l'avait même dit, l'avait verbalisé. Mais la réaction de la famille, elle était dans soit le déni, soit le rejet. Arrête de faire comme les Blancs. Arrête de faire comme quelqu'un qui est faible. Tu es un noir, tu es fort, tu vas surmonter tout ça. Donc, il y a une espèce de déni. En fait, peut-être que ça part d'une bonne intention, mais malheureusement, quand on a affaire à des personnes vulnérables, ça ne part pas toujours d'une bonne intention. Donc, le fait de dire que les Noirs ont connu pire, ils ont connu l'esclavage, ils ont connu la colonisation, ce n'est pas une raison pour invalider la souffrance d'autrui. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Oui, on n'est pas habitué à se plaindre, on n'est pas habitué à faire des revendications, mais ce n'est pas une bonne attitude. Donc, apprendre aussi à revendiquer, apprendre à s'exprimer et apprendre à demander de l'aide, c'est quelque chose qui est très, très important. Désolée, je pense que j'ai terminé pour la question. J'espère que j'ai respecté le temps. Alors, oui, merci beaucoup. Puis c'était très clair. Moi, je fais toujours un petit résumé de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris. Je vois que je comprends que voilà, des personnes évitent de demander de l'aide pour beaucoup de raisons et que c'est important. Et que, mais même au sein des familles ou des amis, il est très difficile de remarquer certains signes, que ce soit par méconnaissance culturelle, enfin, pas culturelle, méconnaissance tout simplement, ou bien des tabous qui sont issus de la culture, de l'histoire, de différentes raisons. Ce qui fait que les personnes se retrouvent sans doute bien seules face à une détresse qu'elles n'arrivent peut-être pas à nommer. Alors, pour aller plus loin, je me tourne vers madame... pardon, excusez-moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Serge. Merci beaucoup, Florence. Je vois que tu t'es vraiment à fond dans ton développement. Donc, merci encore d'avoir résumé brièvement. Excusez. Et j'ai l'impression que les panélistes, Florence, tu les as vraiment traumatisés là. Parce que quand on a dit 10 minutes là, je pense qu'eux tous se sont dit, wow, je ne te passe pas là. Mais pour deuxième round, là, en tout cas, allez-y, OK, développer. Puis parce que là, j'ai vu Vivette, qui s'est juste donné 5 minutes, mais tu avais encore quelques minutes là, mais je pense que ça va se rattraper. Alors, my question now is for Miss Carter. So, Miss Carter, after you said you talked us about trauma, racial trauma, now can you talk about how do prejudice, historical and intergenerational trauma impact the mental health of current and future generation of Black communities? Yeah. So historical trauma is a form of trauma that impacts entire communities. It refers to the cumulative emotional and psychological wounding as a result of group traumatic experiences. This ripples across generations within a community. This type of trauma is often associated with racial and ethnic population groups who have suffered major intergenerational losses and assaults on their culture and well-being. The legacies from the enslavement of Black people, the displacement and murder of Indigenous peoples, when reflecting this lens within our communities in Canada and even in New Brunswick.
From our families of origin, we learn foundational life skills and ways of coping. We inherit genes and knowledge and much more. In this way, we figuratively stand on their shoulders as we keep building upwards. When the shoulders of one generation have been wounded by devastating experiences, what happens? To what extent will future generations be impacted by this damage? People may feel or think that their destiny is dictated by historical trauma. In contrast, there are those who dismiss historical trauma as, well, that was in the past, and they view personal responsibility as paramount. It's important to find space in order to acknowledge the damaging impact of trauma on health, while having resilience in the belief that such damaging impact can be manifested and transformed in profound healing. Meaning that despite the damaging impacts of colonialism, enslavement, systemically, and through the devastating damage to people in our planet, there is space for resilience and healing. There are many studies that actually show that trauma may leave a chemical mark on DNA, which then is passed down to subsequent generations. The mark doesn't directly mutate the gene, rather it alters how the gene is expressed. So the reason that I make this comment is that we are certainly right when we're looking at nurture versus nature. It's very much looking at how nurture changes our very nature. So this is what we call epigenetics. So our environments play a huge role in how we become impacted by or not impacted by these future things. Although that this is still new research, there is proof that the psychological remnants of trauma, historically and intergenerationally, can be transmitted from human to human, generations to generation. So it's no surprise the burden of carrying a trauma you didn't experience and may not even understand can cause intense emotional sufferance and feelings of helplessness. So when we think about the disheartening events of residential schools or colonization or the enslavement of Black people and Indigenous people alike and systemic racism, we really can understand how that can really have a huge impact. So we as future ancestors of these identities may not have experienced these specific events. You may not have the language for it, as mentioned. However, we do continue to suffer and experience the pains of those who have left legacies under such disheartening events. I guess the last thing I would say in terms of that comment is that the greatest pain is not so much the loss as it's finding the courage and vulnerability to live. Thank you so much again, Ms. Carter. And well, I think we are really, really thankful for all you said. And I think it's really valuable to learn about those kind of topics today. And maybe as you do your great job, Florence, do you want to summarize or it's okay for now? Good? OK, all right. So, je pense que je vais te laisser la parole pour notre prochaine personne. Donc, tu as la parole pour la prochaine question. Très bien. Alors, ce que je retiens de l'intervention de Kéla, c'est qu'il y a une mémoire du traumatisme qui se transmet de génération en génération et que cela modifie même jusqu'aux gènes des personnes. Donc, on arrive à comme ça à une chaîne sur l'histoire, une chaîne historique de traumatisme. Là où je vais m'intéresser aussi avec Leïla Sall, c'est un autre type de chaîne de conséquences. Alors j'utilise ce mot sciemment parce que c'est un terme que Leïla a utilisé dans de précédentes conférences. J'aimerais qu'il nous explique cette chaîne de conséquences, comment cette chaîne de conséquences peut expliquer comment s'implante le racisme systémique et qu'est-ce qu'on devrait faire pour briser cette chaîne et en finir avec le racisme systémique et son poids sur la santé mentale. Wow, j'ai une lourde tâche là de répondre à ce genre de questions. Donc, juste pour clarifier quand même pour le public, c'est que
c'est sûr qu'ici, il y a une chaîne de conséquences. Donc, quand on parle de chaîne, c'est qu'il y a des chaînons qui composent la chaîne. Et donc, comme chaînon ici, on peut identifier clairement, d'après ce que Yann et Kayla ont dit, il y a les préjugés d'abord, qui sont des attitudes négatives, mais aussi des croyances négatives sur un groupe racialisé. Ensuite, ces préjugés vont générer du racisme, à la fois direct, de la part d'individus, mais aussi du racisme systémique, de la part d'institutions. Ensuite, vous avez les discriminations, parce que moi, je fais la différence toujours entre les deux. Entre racisme et discrimination, il y a une grande différence. C'est comme le sexisme et les discriminations envers les femmes, c'est différent. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aime pas les femmes, OK, il peut être misogyne, mais s'il est un pauvre type qui n'est pas employeur, qui n'a pas de pouvoir, ça n'a pratiquement pas grande conséquence sur les femmes. Mais s'il peut discriminer en étant employeur, en étant quelqu'un qui est un bailleur, qui a des logements à louer, là, ça a des conséquences. Donc, pour les Noirs aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que le racisme, c'est une idéologie qui postule qu'il y a une hiérarchie entre les races et que le raciste, c'est quelqu'un qui va dire que c'est ma race qui est la meilleure, de toute façon. Et donc, ça, c'est une idéologie, mais quand on parle de discrimination, on passe du côté des pratiques. Et c'est là que ça nous blesse, parce que ce sont en fait les discriminations qui sont les véritables facteurs ou les véritables stresseurs qui vont nous causer des problèmes de santé mentale. Parce que ça nous empêche, par exemple, de remplir le frigo, d'avoir des budgets serrés, d'avoir des emplois qui ne sont pas de qualité, de ne pas avoir accès aux ressources sociétales nous permettant de lutter contre ou de résister ou d'avoir une résilience contre les tensions qui existent dans la société et auxquelles nous devons tous faire face. Donc, finalement, ce sont les discriminations le véritable problème ici. Et ensuite, les discriminations vont générer des problèmes de santé mentale, certainement. Donc, ça, c'est un chaînon qui est simplifié, mais qui est là quand même. Parce que moi, je me dis qu'entre blancs, par exemple, je suppose qu'entre blancs, il va y avoir des microagressions. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a aussi des blancs qui ont des problèmes de santé mentale, dus à des microagressions, à du harcèlement. Mais les Noirs sont plus vulnérables, d'autant plus qu'eux, ils sont d'abord victimes d'un racisme systémique ou de discrimination systémique qui les rend encore plus vulnérables, bien avant même d'expérimenter souvent ces microagressions-là. Et donc, cette chaîne de conséquences-là, elle est là. Et donc, il faut trouver les moyens de briser ça. Mais c'est sûr que ça demande, comme c'est complexe, vous voyez que la chaîne est complexe, hein, et donc ça demande aussi des séries d'actions, un package de mesures pour la briser. Et donc, c'est sûr que si on veut lutter contre le racisme, ça relève de l'éducation, c'est clair et net. Donc, il faut faire en sorte que les préjugés disparaissent. Et là, il y a tout un travail que les gens sont en train de faire, que nos institutions sont en train de faire pour montrer que la race, dans son sens biologique, ça n'a pas de sens en fait, ça n'a aucune réalité. On est une seule race, etc. Mais c'est sûr que la race existe dans la tête des gens, on est d'accord. Mais on est une seule race et qu'on ne peut pas dire que telle race est supérieure à l'autre, ni du point de vue biologique, ni du point de vue comportemental, ni du point de vue moral. Et donc, ça, il y a un travail d'éducation qui est en train d'être fait. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais quand même, on est sur la bonne voie. Ensuite, c'est sûr que si on veut lutter maintenant, si on veut parler des vraies affaires, c'est-à-dire lutter contre les discriminations, c'est là qu'il faut prendre des mesures positives. Des mesures positives en termes même de discrimination positive, ça a existé. Mais sauf que j'étais content que Kayla parle tout à l'heure de racisme colorblind, parce que ça nous fait extrêmement mal. Je m'explique, parce qu'un des principes du racisme colorblind, c'est non seulement de ne pas reconnaître l'existence de race, mais quand je parle de race ici, je parle de race dans la représentation des gens. Hein. Les races au niveau biologique, ça n'a pas de réalité. Mais le fait que les gens disent que, bah, écoutez, on est dans une société post-raciale, on est maintenant, les discriminations, c'est chose du passé, le racisme, c'est chose du passé, c'est la méritocratie. Alors ça, c'est du racisme colorblind, justement, c'est un des éléments du racisme colorblind qui fait que même les Noirs, quand vous nous dites, par exemple, que bon, on va mettre en place des quotas, par exemple, mesures de discrimination positive, il y a des Noirs qui vont vous dire, non, moi, je ne vais pas être recruté parce que je suis noir. Je vais être recruté pour mes compétences. Mais sauf que le marché du travail fonctionne de telle sorte que tes compétences, on s'en fout. Parce que tu n'as pas accès au réseau, souvent. Tes compétences, souvent, on s'en fout. Ça arrive, Florence, je sais de quoi je parle. Je suis à l'université. Il est arrivé pas mal qu'on reçoive des candidatures de gens qui sont racisés, qui sont noirs, avec des compétences comme pas possible, mais on ne les recrute pas parce qu'on va dire, bon, écoutez, ils ne connaissent pas tellement le milieu, ou bien non, ils sont, bon,
ils n'ont pas la culture, etc. Et donc, finalement, on abandonne une candidature comme ça, et puis on recrute quelqu'un du milieu, quelqu'un qui est en local, qui a moins d'expérience, qui a moins de compétences. C'est ça qui arrive souvent. Et donc, les universités, souvent, l'université, le milieu que je connais le plus, souvent, le recrutement se fait par inbreeding, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui fait sa maîtrise, son doctorat dans le milieu universitaire, et puis c'est lui qu'on va élever, comme on le dit en anglais, pour le recruter. Et pendant ce temps, il y a d'autres qui sont là, qui sont racisés, qui ont plus de compétences, ils n'ont aucune chance d'être recrutés. Et donc, vous voyez que ce système de racisme colorblind qui est là, qui fait qu'on ne parle jamais de race, on ne reconnaît pas l'existence de racisme. On va même dire que non, non, même les États-Unis, regardez, ils ont eu Barack Obama, donc le racisme a disparu. Alors que c'est faux. Et donc, il faut prendre de véritables mesures positives, justement, pour viser cette chaîne de conséquences-là, quitte à aller même à des mesures positives. Parce que moi, ce qui me surprend toujours, c'est que quand on parle de quotas pour les femmes, ça ne choque personne. Quand on parle de quotas pour les personnes handicapées, ça ne choque personne. Mais vous parlez de quotas pour les Noirs, ça va choquer. Donc, réfléchissez à ça. Donc, il y a cette disposition à prendre. Ensuite, au Canada, on a des instruments, mais des mesures qui sont là, des politiques qui sont là, qu'il faut améliorer. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut les améliorer. La politique d'équité en matière d'emploi, elle a ses mérites. Elle a permis, par exemple, à des institutions comme le gouvernement fédéral de recruter pas mal de personnes racisées, à des institutions comme des banques qui sont de juridiction fédérale à recruter aussi, à diversifier. Regardez, moi, quand j'arrivais à Moncton, par exemple, les banques, c'était des personnes blanches qui travaillaient là-bas. Maintenant, de plus en plus, quand même, on voit des personnes racisées qui y travaillent. Donc, ça, c'est une avancée. Mais sauf que c'est une politique qui ne va pas dire, par exemple, et vous, l'Université de Moncton, la population de Moncton est composée de 30% de Noirs, je donne juste un chiffre fictif, et donc on doit recruter 30% de Noirs ou de personnes arabes dans votre institution. Jamais on va dire ça. C'est-à-dire qu'on va juste dire, oui, on va quand même utiliser cette politique pour progresser en matière de recrutement de diversité, mais on n'a pas de cible, on n'a pas de quota. Et donc finalement, on est toujours en progrès jusqu'à quand? Vous voyez. Et donc, on va faire du tokenisme souvent. C'est-à-dire qu'on va recruter juste quelques personnes noires, on va dire, mais voilà, on est diversifié, on a diversifié notre force de travail, alors que c'est un faux progrès. Alors, ça, c'est une politique à améliorer, parce que la politique d'équité en matière d'emploi aussi, c'est une politique qui ne s'applique pas aux petites et moyennes entreprises. Or, l'essentiel de notre économie est composé de PME, de petites et moyennes entreprises. Donc, vous voyez que c'est une politique qui demande à être améliorée. Ensuite, il faut revoir la Charte canadienne des droits et libertés. Tout à l'heure, j'étais très content quand vous avez dit, par exemple, que les commentaires haineux, etc., on va les supprimer. Mais la Charte canadienne des droits et libertés, avez-vous suivi les manifestations des camionneurs ces temps-ci, où vous avez des propos racistes et haineux, et vous avez allé trouver, je peux peut-être chercher l'article sur Radio-Canada, un juriste blanc de l'Université de Moncton qui dit que ces propos haineux, ben, c'est permis par la charte parce que c'est la démocratie qui respire. Imaginez, c'est scandaleux. C'est-à-dire qu'on est sur des personnes racisées, un juriste se permet de dire que c'est la démocratie qui respire. C'est du grand n'importe quoi. Un musulman aurait dit, moi, je n'aime pas les blancs, je vais poser des bombes, mais on va l'amener en prison direct demain. Pourtant, il s'exprime aussi. Est-ce que vous voyez donc le 2 poids 2 mesures que la charte permet ici? Donc, ça, je sais que c'est tabou, hein, Florence, c'est dur à dire, mais quand même, il faut le dire. Donc, la charte, quand même, a des insuffisances qu'il faut améliorer en matière de propos haineux, etc. Et ensuite, il y a le multiculturalisme aussi qu'il faut revoir, parce que c'est vrai qu'on a au Canada plusieurs sortes de multiculturalisme. Il y a eu un multiculturalisme ethnique, on reconnaissait la diversité culturelle, ça c'est ethnique, on reconnaît. C'est très bien, c'est un bon premier pas, mais il y a un multiculturalisme d'équité qu'on a essayé de mettre en place, mais qu'on a vite balayé sous le tapis. Et c'est ce multiculturalisme d'équité qui permettait justement de mettre en place des mesures positives pour faire en sorte que les personnes racisées aient accès à des emplois de qualité, avec des mesures positives. Mais ça, on l'a balayé sous le tapis. Maintenant, on est dans un cadre multiculturel civique, en disant que non, finalement, il faut quand même regarder la cohésion nationale. Donc, plutôt que de mettre l'accent sur l'équité, on va mettre l'accent sur la citoyenneté. Est-ce que vous voyez? Donc, finalement, ça ne nous mène pas à un progrès, ce multiculturalisme civique-là. Donc, il faut revenir là-dessus.
Donc, je ne sais pas, est-ce que je peux encore parler hein, en termes de mesures, on peut toujours élaborer. Je pense que je vais m'arrêter là et puis attendre la discussion. Merci beaucoup. Serge, je te laisse la parole si tu as peut-être un commentaire à formuler. Ben, honnêtement, il faut dire que, M. Sall, c'est comme si vous dites haut ce que d'autres disent tout bas. Et pour vous avoir vraiment suivi dans plusieurs panels, dans plusieurs conférences, c'est vraiment des thématiques qui sont vraiment difficiles à dire ou parfois difficiles à avouer que vous allez vraiment à fond dedans, notamment dernièrement les manifestations de quoi vous faites comment dire, référence, pardon, et aussi les limites sur, par exemple, la Charte des droits et libertés du Canada. Donc, définitivement, je pense que ce serait vraiment intéressant de continuer à avoir ce genre de discussions, surtout sur ce genre de problématiques et de thématiques. Donc, je ne sais pas si Florence, tu voudrais revenir là-dessus ou bien je continue, je fais le bon. OK, d'accord. Et puis aussi pour dire, je ne sais pas si M. Sall, vous avez une horloge, bien une traceuse dans vos yeux là, mais quand vous commencez, je regarde, quand vous terminez ces pile points là, franchement, je ne sais pas comment vous faites ça, franchement. Donc, ce qui m'amène maintenant à notre troisième et dernier panéliste pour la série de questions du comité. Si je ne me trompe pas, Florence, n'hésite pas à me corriger. Donc, elle s'adresse maintenant à Madame Vivette. Du coup, Madame Vivette, j'aimerais savoir ici quels sont les besoins de la communauté noire en matière de santé mentale et quelles sont les réponses qui ont été apportées à ce jour et les progrès qui ont été faits. Cela dit, je vous donne 5 minutes, mais on va voir. Si vous avez trop à dire, juste faites-moi un petit clin d'œil, puis je vais vous augmenter quelques minutes. Donc. N'oubliez pas mes 5 minutes de tout à l'heure. Hein? Ah, bon point. OK, d'accord. Donc, je vous donne 10 minutes. OK, d'accord. Allez-y. OK. Donc, voilà. Alors, les besoins en santé mentale des communautés noires. Je vais encore rappeler de nouveau ici que les communautés noires ne sont pas homogènes, donc on n'a pas forcément les mêmes besoins. On parle plutôt de besoins spécifiques. Ça veut dire, si on prend par exemple un groupe d'immigrants, ce serait quoi leurs besoins par rapport, un groupe de primo-immigrants, pardon, ce serait quoi leurs besoins par rapport à la santé mentale ou au racisme? Moi, je dirais que déjà, c'est très important d'éduquer sur les maladies mentales parce qu'il y a une grosse confusion entre santé mentale, maladie mentale et folie. Pas seulement au sein des communautés noires, hein, j'ai vu ça aussi au sein de d'autres communautés. Donc, si on veut parler de l'impact du racisme sur la santé mentale, assurons-nous d'abord que les personnes auxquelles on s'adresse ont compris quelle est notre définition de la santé mentale. Est-ce qu'elles connaissent les troubles de santé mentale courants? Est-ce qu'elles connaissent, comme l'a dit Kéla tout à l'heure, les traumas, traumatisme racial? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce que c'est quoi les symptômes? Parce que si je ne sais pas tout ça, déjà que si nous avons tendance à minimiser, à normaliser le racisme systémique, alors là, je ne vais même pas être consciente de l'effet que ça va avoir sur moi. Donc, il y a une prise de conscience sur le racisme, une prise de conscience sur ses conséquences sur nous, sur notre santé mentale, mais il faut aussi éduquer les gens sur leurs droits. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple de la discrimination raciale au travail. C'est très fréquent, en fait, que les personnes qui sont victimes ne se plaignent pas. Elles ne se plaignent pas, soit parce qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent le faire. Elles ne connaissent pas les procédures, elles ne connaissent pas leurs droits, mais même quand on leur informe de leurs droits, elles ont peur. C'est « Ah non, 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 je ne peux pas faire ça, non, je vais me faire virer » ou alors « Non, ce n'est pas grave ». Donc, apprendre aux gens à exercer leurs droits. Je le dis comme ça a l'air simple, mais ce n'est pas simple du tout. On peut même avoir des droits, mais on n'arrive pas à les réclamer, on n'arrive pas à les exercer parce qu'il y a ce sentiment d'impuissance apprise là. Il y a cette peur qu'on véhicule, cette peur avec laquelle on a grandi qui fait que, voilà, je suis paralysée par ma peur, je préfère supporter. Je vais supporter, ça va aller, ce n'est pas grave. Donc, il faut vraiment éduquer les gens à être actifs, en fait, dans la recherche de solutions, dans la dénonciation, les rassurer sur le fait qu'ils ont des droits. Ce n'est pas parce que tu vas dénoncer que quelque chose va t'arriver. Donc, ça, c'est très important.
Je parlerai également de l'information sur les ressources existantes parce que c'est bien beau de sensibiliser sur la santé mentale, sur le racisme et ses effets, mais après ils vont dire, oui, mais bon, qu'est-ce que je fais alors? Il faut informer les gens sur les ressources qui existent. Tu peux trouver de l'aide à tel endroit. Mais il ne faut pas seulement leur dire ça, il faut leur expliquer en quoi cette aide-là consiste. Référer quelqu'un vers un professionnel, ce n'est pas suffisant. Il faut lui dire qu'est-ce qu'il va trouver chez ce professionnel-là, qu'est-ce que le professionnel va m'apporter, comment ce professionnel il travaille. Déjà, il y a une grosse confusion entre les professionnels de la santé mentale. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi la différence entre un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, un psychothérapeute, il y a un infirmier. Tout ça est mélangé dans la tête des gens. Donc, quand on réfère les gens, prends le temps de leur expliquer quelle est l'aide qu'on va leur apporter. Qu'est-ce que cette personne va faire pour toi pour que tu te sentes mieux? Ça, c'est très important. Sensibiliser également sur la stigmatisation des personnes en détresse. Ça, c'est très important parce que, comme je l'ai dit, on a parfois l'impression qu'on n'a pas le droit de souffrir. On a l'impression qu'on n'a pas le droit de se plaindre. C'est oui, mais écoute, tu n'es pas la première à vivre ça. Le racisme existe depuis longtemps. Les gens seront toujours racistes. Il y a comme une invalidation, en fait, de la souffrance de l'autre parce qu'on la normalise tellement que la personne finit par se sentir stigmatisée. Elle dit, ben, si je parle de ma situation et si je leur dis que j'ai été voir le médecin et qu'il m'a diagnostiqué une dépression, on va me pointer du doigt. On va dire, ah ben celle-là, elle commence à devenir un peu folle, elle n'arrive plus à gérer sa vie, on va se moquer de la personne. Donc, il y a aussi un sentiment de honte. Il faut que nous soyons conscients que dans nos réactions, parfois, on peut heurter les gens. On peut les heurter quand on leur dit c'est pas grave. Si, c'est grave. Si elle se plaint, si elle en parle, c'est que pour elle, c'est grave. Donc, prendre conscience aussi de la manière dont nous réagissons quand les gens se confient à nous. On n'a pas besoin d'être un professionnel pour aider, mais même en tant qu'ami, en tant que frère ou en tant que sœur, on peut travailler sur notre communication. C'est aussi important de promouvoir les métiers de la santé mentale auprès des communautés noires. Je me rappelle, quand j'ai commencé mes études en psychologie en 97, je suis arrivée en Belgique, j'étais la seule noire en fac de psycho. Tellement j'avais peur parce que j'arrivais comme ça à l'école, tout le monde me connaissait et je me disais, mon Dieu, pourquoi il n'y a pas de noirs ici? C'était terrible. Donc, encourager les communautés noires à étudier aussi dans ces domaines-là. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la santé mentale, nous sommes tous concernés. Et c'est vrai que dans nos systèmes, dans nos pays, on a d'autres ressources. On a d'autres types d'interventions aussi qui existent. Il faut se dire que chaque pays a quand même son propre système de prise en charge. Mais il y a des systèmes de prise en charge qui sont complémentaires. Donc, encourager à faire ces métiers-là et promouvoir les personnes qui font ces métiers-là au sein de leur communauté, les faire connaître afin qu'on sache que, OK, si je ne me sens pas bien et si je n'ai pas envie de consulter une personne qui n'est pas issue de ma communauté, alors je peux aller consulter une personne qui me ressemble et j'espère que cette personne va me comprendre. Développer aussi des approches d'intervention qui sont adaptées, que ce soit au niveau culturel ou au niveau religieux. Parce qu'on parle très souvent d'approches adaptées à la culture, mais on oublie très souvent qu'il y a aussi la religion qui est là. Est-ce qu'il y a des approches adaptées à la religion? J'ai déjà eu des clients qui sont venus me voir, ils ont dit, vous êtes catholique, vous êtes musulmane. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient quelqu'un qui leur ressemble du point de vue de leur religion. Donc, adapter les interventions, ce serait aussi une bonne chose, mais si on ne peut pas adapter, on pourrait développer également des interventions. Valoriser le fait de chercher de l'aide. Donc, ce n'est pas parce que je dis que je souffre, que je pleure, que je ne vais plus au travail, que je suis quelqu'un qui a raté sa vie. Ce n'est pas parce que je suis allée voir un médecin, un psychologue ou un psychiatre que j'ai un problème. Non, je suis un être humain, je suis vulnérable et de la même manière que je peux me confier à ma mère, à ma sœur, à mon oncle, oui, je peux aussi éprouver le besoin de me confier à une personne qui ne fait pas partie de ma famille. Donc, ne pas stigmatiser les gens parce qu'ils ont fait le choix d'aller parler de leurs problèmes à l'extérieur de la famille. Comme je le disais, nous sommes tous différents. On fait partie de la même communauté noire, mais nous avons aussi des particularités individuelles. Donc, je peux être camerounaise et être très différente d'un autre Camerounais de par mes valeurs, de par mes croyances. Donc, c'est très important que les gens prennent conscience qu'on ne peut pas toujours avoir besoin des mêmes ressources. Et il faut valoriser les ressources qui font du sens pour chacun.
Alors, à ce jour, qu'est-ce qui a été fait? Je vais rappeler quand même que la prise de conscience sur la nécessité de développer vraiment des approches pour les communautés noires est assez récente, dans le sens où c'est un peu depuis George Floyd qu'on a vu ce regain d'intérêt. Je me rappelle quand j'ai commencé mes études, quand j'ai terminé mes études en 2004 et que j'ai commencé à faire la sensibilisation sur la santé mentale des Noirs, mon Dieu, comment je me faisais insulter. On me disait, mais enfin, ce n'est pas pour les Noirs, tu aurais dû faire médecine, ce n'est pas notre culture, même par les gens de ma communauté. On me reprochait d'avoir gaspillé l'argent de mes parents pour des études qui ne servaient à rien. Je dis, bah, écoute, tu ne vas jamais avoir de boulot, aucun Noir ne viendra te consulter. Donc, ce n'était pas comme ça avant. Aujourd'hui, on en parle et puis on fait des conférences et tout, mais c'est important de rappeler qu'il y a quelques années, il y a 10, 15, 20 ans, c'était un discours qui n'avait pas d'écho, qui n'avait pas d'écho au sein de la société. Parce qu'il y avait beaucoup de préjugés et on se disait, ben non, ça, ce n'est pas une histoire pour les Noirs. Les Noirs ne s'intéressent pas à ça. Leur santé mentale, ils vont aller voir les guérisseurs et les choses comme ça. Ce n'est pas pour eux. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous allez voir qu'il y a pas mal d'ateliers, des conférences, des webinaires quand même depuis 2020 sur le racisme, sur les autres facteurs de risque aussi. Donc, je vais quand même rappeler que le racisme est un facteur de risque pour la santé mentale, mais ce n'est pas le seul. Donc, nous avons d'autres facteurs de risque aussi. Donc, il y a pas mal de formations qui sont développées là-dessus. Et on commence à recruter aussi des professionnels au sein des centres communautaires, dans les cliniques. Je vois qu'il y a quand même des affiches de postes où on encourage les personnes issues de la diversité à postuler. Ça va aider pour rassurer les patients, rassurer les clients. Le gouvernement qui finance pas mal de projets aussi depuis 2020 sur les projets qui vont aider différents groupes issus des communautés noires, que ce soit les jeunes, les femmes, les hommes, les familles. Il y a également des formations en sensibilisation culturelle pour aider les personnes, par exemple, qui ne font pas partie de la communauté noire à comprendre en fait quels sont leurs besoins et à prendre conscience de leurs propres préjugés, de leurs propres biais inconscients. Et c'est important de continuer à promouvoir des pratiques antiracistes et anti-oppressives. J'en vois dans pas mal d'institutions où on forme le personnel à reconnaître ses préjugés, à avoir des pratiques inclusives. Donc, en gros, voilà ce que je pourrais dire. Il y a plein de choses encore, mais la machine est en marche. Il y a plein de choses qui sont en train d'être faites. Et honnêtement, je suis bien contente que ça se fasse. Ça va faire plus de 20 ans que je me dis, mon Dieu, quand est-ce qu'un jour on va prendre conscience que c'est important et que nous sommes tous des êtres humains qui souffrons, même si, comme je l'ai dit au départ, notre souffrance ne se démontre pas toujours de la même manière. Voilà en gros ce que je peux dire par rapport à cette question. J'espère, Serge, que je n'ai pas dépassé mes 10 minutes. Merci beaucoup, Madame Vivette. Et honnêtement, vous avez récupéré vos 5 minutes que je vous devais. Donc, je pense que là, on est quitte. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas vraiment dépassé le temps. Donc, merci encore pour votre intervention. Et puis, comme le fait si bien Madame Florence, j'ai quand même pris quelques petites notes. Peut-être qu'elle pourra ajouter si bon lui semble. Mais c'est plutôt de comprendre qu'il faut référer et expliquer, pas seulement référer. Parce que de mon expérience personnelle, je travaille à l'université et on avait beaucoup quand même, voici une population qui est plus ou moins, je dirais, oubliés ou bien ignorés, ce sont des étudiants internationaux ou bien des étudiants noirs, si je peux dire ça juste comme ça. On voit plus, je vais dire, ce facteur au niveau adulte ou bien au niveau peut-être des personnes beaucoup plus âgées, mais n'empêche que cela existe aussi parmi les jeunes. Et peut-être même que cela s'est beaucoup plus fait ressentir encore dernièrement avec la pandémie, où est-ce que beaucoup d'étudiants sont arrivés, où ils étaient tout simplement laissés à eux-mêmes, isolés, parce qu'il n'y avait pas ce contact. Donc, justement, référer, parce que ces personnes soit ne savent pas où aller chercher la ressource, ou bien ne savent pas pourquoi est-ce qu'elles devraient aller rencontrer cette personne. Donc, je pense que c'est vraiment très important ce que vous avez mentionné. Et aussi, avoir la conscience qu'on peut être différent même si on est dans la même culture, dans la même communauté. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que je suis noir, tu penses que je peux réfléchir autant comme tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment un très bon point que j'ai pris aussi en note. Et je pense que vous êtes vraiment mieux placé pour avoir vraiment bien développé ce point. Et c'est sûr que d'autres occasions se présenteront encore. Ceci étant dit, je laisse la parole à Florence
pour notre prochaine intervention. So my question is for Kayla. I speak as an IE because oh, sorry, just a second. Here it is. So as an ally, I just ask myself what I can do. I take some notes, of course, during this webinar, but I just wanted to ask you, what do you recommend to allies who want to take action to help Black people who are suffering? Really good question. So I think firstly, it's important to realize that many people do struggle to have healthy conversations within our communities, working to try to heal, while also to try to educate non-racialized people to understand the sufferance. It is a lot. As non-racialized people, I can also see how it may be overwhelming or a challenge to find the appropriate way to support the healing process of your racialized peers or colleagues or loved ones. One thing that's really important, and the first thing I would suggest, is education, right? Education can be a stepping stone in learning how racialized people continue to suffer as a result of various disheartening events, systemic inequities, and the prevalence of racism. Actively getting to know racialized people by attending events such as these and supporting their businesses, it really helps to build an understanding and cultural respect as well. On a more intimate and personal level, individuals can start working on creating awareness through emotional work, meaning when we don't claim our race, we suffer the pain of ignorance, of denial, and we lack truly knowing and owning who we are. This unfortunately allows subconscious biases to take up a big space in our lives. This also is a form of disempowerment towards ourselves, as it prevents us from being able to grow and evolve towards greater personal resilience, freedom, and authenticity. It keeps us stuck, completely unaware that we have the opportunity and keys that can change so much within ourselves, letting us be authentic and positive change for others. Let's be honest, we all know how uncomfortable change is. However, for those who are from the more dominant group of society, changing how we participate in and perpetuate systemic racism requires that we really do uncomfortable work within ourselves. Addressing these privileges, whether white privilege or privilege from a dominant societal group, is the most empowering and healing thing that we can do for yourself as well as for others. When we address our privilege and find the courage to unlearn what we've been conditioned to believe and interpretate, we find a deeper sense of racial self-awareness. When we unlearn privilege, white privilege in particular, we allow ourselves to understand that so much of what has come their way has not been because they've entirely earned it by their own hard work or talent and merit. However, the virtue of the color of their skin plays a huge role. This is a humbling and ultimately freeing experience, a truth to accept. When we find the space to accept, this is where true change can happen. Acceptance is such a crucial step in such a process. We cannot change what we do not first face and accept. Most times, guilt, shame, and fragility over privilege often sabotages our opportunities for acceptance, which in turn stalls the process of change that needs to happen. Reflecting on this basis can really help one show up for themselves and put ourselves in a position for showing up for others, being allies, most importantly, authentically and genuinely. So that's what my recommendation would be. Thank you very much. So j'ai pris quelques notes. Je reconnais voilà, l'importance de l'éducation et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ces dialogues publics, pour vraiment expliquer et puis apprendre voilà, en tant qu'allié ce
comment on peut changer nos regards, comment on peut changer prendre déjà conscience de nos biais inconscients et changer nos regards sur le reste du monde. C'est tellement important et c'est pour ça que ce dialogue public a été d'ailleurs organisé. Je laisse la parole à Serge si tu souhaites ajouter quelque chose. Ce que moi j'aimerais ajouter, c'est qu'ils ont fait un super beau job. Franchement, ils ont tous et toutes relevé le défi. C'est vraiment, vraiment très, très apprécié. Et pour conclure, je vais donc vous donner à chacun, à chacune, 1 minute pour que vous donnez votre mot de fin, mais aussi pour que vous nous donnez un conseil ou que vous donnez un conseil à toute personne qui nous écoutent, toutes les personnes qui sont ici avec nous sur le webinaire ou bien via les réseaux sociaux, et aussi à ceux qui souffrent de cette problématique que nous venons d'aborder. Quels conseils pouvez-vous leur donner? Donc, je commence d'abord par Madame Vivette. Vous m'avez pris du temps, donc je vous récupère encore. Et là, je commence, la deuxième personne, ça sera Miss Kayla, et je vais terminer avec Monsieur Sal. Donc, Madame Vivette, juste 1 minute, quels conseils pouvez-vous donner à ces deux types de personnes? Je dirais qu'il n'y a pas de honte à souffrir. Il n'y a absolument aucune honte à aller demander de l'aide parce que s'il y a bien une chose qui nous rassemble tous sur cette terre, c'est notre humanité. Nous sommes faits de chair et de sang. Nous vivons les épreuves, nous souffrons, nous avons mal, nous perdons des êtres chers. Nous sommes pareils face à la souffrance. Donc, même si dans notre pays, ça ne se passe pas comme ça, on ne perd rien à apprendre comment ça se passe ici. Donc, allez chercher de l'aide, informez-vous, éduquez-vous et apprenez à avoir une culture de la prévention. On ne va pas attendre de tomber malade pour aller consulter. On ne va pas attendre que ce soit grave. Comme on nous dit de manger 3 fruits et légumes par jour et de faire du sport pour notre santé, la santé mentale, c'est la même chose. Il y a une hygiène de la santé mentale. On s'informe, on prend soin de soi, on apprend à résoudre ses problèmes et on réagit à temps pour ne pas tomber malade. Donc, voilà ce que je voulais dire pour terminer. Merci. Merci beaucoup, Madame Vivette. Donc, Miss Kayla, your turn. So racially informed and specific resources exist year-round, not just in February. So you have every right to request and learn about racially informed services. Know your privilege, change the culture. That's what I have to say. Yeah. So sweet and short. Thank you, Miss Kayla. Alors, Monsieur Sal, vous avez ouvert la boucle et donc vous la refermez encore. Vous avez la parole. Merci. Donc, je vais être très court. Donc, le problème de la santé mentale des personnes racialisées, en fait, c'est un problème politique quand on y regarde de plus près. Ça découle de l'environnement qui est imprévisible, qui est stressant pour eux en raison du racisme systémique et des discriminations. Et donc, oui, de l'éducation, mais se limiter à l'éducation seulement, c'est nous rendre des consommateurs. Parce qu'on peut s'éduquer, mais après croiser les bras et dire, ouais, on a pitié. L'éducation, ça doit aller au-delà de l'éducation. L'éducation, ça doit servir à une culture militante antiraciste, dans ce cas-ci. Et donc, c'est ce processus-là qui va finalement nous mener à faire des pressions sur les pouvoirs publics pour changer les choses, pour mettre en place des mesures positives. Voilà. Merci encore et merci pour vos différentes interventions. Ceci met fin à la série de questions qui avaient été prévues pour vous par le comité. Et comme vous savez, nous avons un vaillant public qui vous a suivi du début jusqu'à la fin, qui aimerait eux aussi avoir des explications, qui ont fait des commentaires et même des questions adressées à certains panélistes. Donc, je me fais le plaisir d'aller puiser dans cette série de questions pour vous les partager. Et donc, j'en ai pris quelques notes ici. Ça, c'est d'abord un premier commentaire qui semblait être une question et qui a été répondu par M. Sall dans sa deuxième intervention. La question ou le commentaire était le suivant. Il y a une seule race humaine. Pourquoi ne faudrait-il pas employer différentes communautés? Mais je pense que dans votre deuxième intervention, vous l'avez si bien mentionné que nous sommes toutes une seule et unique race humaine. Donc, je pense que
vous avez été beaucoup plus prévisible, mais vous pouvez rajouter, allez-y. Pour juste éclairer un peu, c'est-à-dire qu'il faut définir la race au sens social du terme. C'est-à-dire que les races, du point de vue biologique, n'existent pas, mais du point de vue social, ça existe parce que ça existe dans la tête des gens, dans les représentations des gens qui vont agir pour discriminer souvent ou pour mettre en place des pratiques racistes. Okay? Donc, c'est surtout au sens social du terme qu'il faut entendre le terme race ici. C'est-à-dire que dans les sciences sociales, le terme race, on a voulu s'en débarrasser, mais on n'a pas trouvé le meilleur terme. Finalement, on est poigné avec. Parce que si on dit que les races n'existent pas, point barre, il n'y a pas de politique publique antiraciste. Parce que vous voyez, ce qui est illogique, c'est de dire que les races n'existent pas. Et donc, si on dit que les races n'existent pas, donc pourquoi le racisme existe? Donc, ça veut dire que les races existent, mais au sens social du terme. Merci beaucoup, M. Sall, pour cette précision qui est tout à fait claire. Et encore un autre commentaire de M. Amin qui, en commentaire de précision, nous a dit depuis la France. Comme je mentionnais tantôt, avec la technologie, on reçoit des mondes de partout, juste qui peuvent se réunir en un et seul endroit. Donc, merci encore à Amin depuis votre position qui dit ceci. Nos prénoms sont des handicaps également car ils ont parfois des connotations religieuses. Qu'en pensez-vous? Là, j'adresse ça à vous trois. Kayla, Madame Vivette, qui est-ce qui veut se prononcer sur ce commentaire? Est-ce que tu peux répéter, Serge? Je n'ai pas entendu. Oui, il disait ceci. Nos prénoms sont parfois des handicaps car ils ont des connotations, ils ont parfois, ce n'est pas tous là, mais ils ont parfois des connotations religieuses. Oui, mais c'est sûr que ça, c'est évident avec l'islamophobie qui est une sorte de racisme. On a vu que ceux qui ont des noms comme Mohamed, il y a des parents, moi je connais des parents qui hésitent à donner le nom de Mohamed à leurs enfants, alors que Mohamed, pour nous les musulmans, il n'y a pas un nom plus sacré que ça. C'est notre prophète. Donc, avant, c'était les parents se glorifiaient de donner le nom de Mohamed à leur enfant. Mais maintenant, de plus en plus, ce n'est pas le cas. Donc, parce que les parents hésitent en se disant que, même si moi, je ne suis pas discriminé, cet enfant peut être victime de discrimination après. Et ça, on a vu cette tendance-là depuis les événements du 11 septembre. Okay. Et même en France, il se trouve en France, il y a même un candidat d'extrême droite, Éric Zemmour, qui a critiqué les prénoms en disant que non, les Français de France qui sont musulmans, on devrait voir les types de prénoms qu'ils donnent à leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils devraient franciser, soi-disant, les prénoms de leurs enfants. Imaginez, je ne veux pas être grossier, mais imaginez la connerie. Et c'est un candidat qui a le vent dans les voiles actuellement. En tout cas, je confirme vraiment cela, M. Sall, parce que j'en ai suivi quelques-uns de ses commentaires, de ses interventions aussi. Et puis, Éric Zemmour, c'est vraiment quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Et puis, je vais dire, on est libre, mais bon, à un certain moment donné quand même. Donc, merci aussi pour ce commentaire, pour cette précision. Une autre question, et puis je me dis, j'aimerais quand même entendre Mme Vivette sur cela. La santé mentale est souvent tabou chez les communautés noires. Que devons-nous faire pour agir à cette problématique et surtout, que doit faire le gouvernement? Que devons-nous faire pour agir et que doit faire le gouvernement? Madame Vivette. OK. Donc, comme je l'ai dit, il y a effectivement le tabou se retrouve un peu partout, même en dehors des communautés noires. Et je pense que le gouvernement fait déjà beaucoup en finançant des programmes, en fait, pour informer sur la santé mentale, pour former des professionnels. Mais à un niveau individuel, il faut faire aussi un peu une remise en question, c'est-à-dire remettre en question parfois ses croyances. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rejeter sa culture ou pas. C'est-à-dire, j'arrive au Canada, par exemple, je n'ai jamais entendu parler de suicide dans ma famille, je n'ai jamais entendu parler de dépression dans ma famille, c'est normal. C'est normal. Mais apprendre qu'au Canada, je peux être soumis à des facteurs de risque. Donc, on peut s'informer sur c'est quoi les facteurs de risque. Un facteur de risque, c'est une situation qui peut impacter ma santé mentale. Donc, si j'apprends à identifier mes facteurs de risque et comment je me sens avec ça, à mon niveau, je peux déjà contribuer à améliorer ma santé mentale. Même au niveau de ma famille aussi, comment j'éduque mes enfants. Si je prends conscience, par exemple, des mots que j'utilise. Là, tout à l'heure, on a parlé du prénom.
Mais dans certaines familles, c'est très courant d'entendre « mais tu es bête, tu es un imbécile, tu n'arriveras jamais à rien ». Donc, il y a aussi des expressions qu'on utilise quand on éduque les enfants qui vont blesser ces enfants-là, qui vont créer des traumas. On grandit et puis on n'a pas confiance en soi, on a peur de tout. Et après, les parents s'étonnent d'où ça vient. Mais ça vient des paroles qu'on leur a lancées depuis qu'ils sont tout petits. Donc, il y a aussi une prise de conscience de la manière d'éduquer. Tu parlais tout à l'heure des mots MOTS. Quels sont ces mots-là qu'on utilise quand on s'adresse aux autres? Parce que ces mots-là peuvent blesser. Maintenant, au niveau communautaire, il y a pas mal, je vois beaucoup de choses au Canada qui se font. Il y a des ateliers, il y a des groupes de soutien. Il faut s'informer sur ce qui existe. Je suis convaincue que beaucoup de gens ne sont pas au courant des ressources qui existent. Informez-vous, qu'est-ce qui existe dans ma communauté? Allez sur Google, essayez de chercher. Il y a plein de choses, de la lecture, des podcasts, des vidéos, des activités. Il y a beaucoup de choses qui se font pour démystifier la santé mentale. Et on peut même poser la question à son médecin de famille. Si on n'a pas la force d'aller chercher l'information, on peut demander à son médecin de famille, excusez-moi, pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi la santé mentale, c'est quoi la dépression? On est très souvent malade. On peut demander au médecin de famille, on peut demander à son infirmier. Donc, je pense qu'il ne faut pas laisser tomber son propre pouvoir et attendre tout peut-être du gouvernement. Non. À plusieurs niveaux, il y a des actions à faire. Au niveau du gouvernement, au niveau des organismes, au niveau des familles et au niveau des individus. Et chacun a sa part à faire là-dedans. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les ressources existent. Il faut simplement les trouver et si on ne connaît pas, on se renseigne. On essaie de demander aux intervenants de nous référer ou de nous donner des liens ou les noms de ces ressources, où est-ce qu'on pourrait les trouver. Donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Madame Vivette. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre, Ms. Kayla, professeur Sal, voudrait juste se prononcer là-dessus. Sinon, moi, ce que j'avais à dire, c'est que le problème de la santé mentale des populations racisées, surtout des populations noires, c'est que c'est un problème beaucoup plus profond même que Vivette plutôt le soulignait tout à l'heure, parce que pour moi, par exemple, la haine de soi, c'est un problème de santé mentale. Et cette haine de soi, on l'observe surtout dans les communautés noires. Il y a ce qu'on appelle le colorisme qui est bien connu en sociologie, c'est-à-dire qu'aller dans les Antilles, dans une même famille, des enfants, même père et même mère, plus un enfant est clair et plus il est valorisé. Et ses frères et sœurs qui sont moins clairs de peau, ce sont à eux de faire les travaux domestiques. Leur éducation, souvent, ils échouent parce que les parents ne les encouragent pas tellement. Et plus tu es clair de peau, plus tu réussis. Et ce sont des noirs entre des noirs. La dépigmentation, souvent, qu'on voit même chez nous en Afrique. C'est-à-dire que, surtout chez les femmes, c'est-à-dire qu'il arrive que, malheureusement, que ce soit le cas, que les hommes, le modèle de femme qu'ils recherchent en Afrique, c'est une femme à peau claire. Et donc, ce qui arrive, c'est que les femmes à peau noire sont souvent assez rejetées. Heureusement qu'il y a un contre-mouvement quand même qui est là, maintenant, qui valorise la peau noire et qui fait que de plus en plus, les femmes sont sensibilisées à ce problème de dépigmentation qui peut mener aussi à des cancers de la peau. Je le rappelle. Et donc, pour moi, la haine de soi, c'est un problème de santé mentale qui doit être exploré. C'est-à-dire que Vivette l'a bien souligné, être malade, ce n'est pas seulement être fou. Et parfois, je veux dire, se haïr tellement soi-même qu'on n'est pas capable de faire à l'adversité. merci beaucoup, M. Sal. Je ne sais pas, Ms. Kayla, do you want to add something about it? Oui, je voulais juste ajouter deux points que M. Sal et Vivette avaient mentionné. Donc, le point que Leila mentionne, c'est ce qu'on appelle en anglais lateral violence. Donc, c'est certainement quelque chose qui est réalistique dans les communautés noires ou des personnes racisées, que oui, la pigmentation fait un gros rôle dessus. Non seulement comment on retrouve qu'est-ce qui est favorable et qu'est-ce qui est non favorable, mais aussi l'idée que de parfois, certaines cultures aussi, il faut aussi qu'on reconnaisse l'historique de mistrust qui s'est passé historiquement. Donc, quand on pense au sujet de le système, puis on se rappelle que comme personne racisée,
faut qu'on réalise qu'on vit dans un système qui n'a pas été conçu pour les personnes qui nous ressemblent. Donc, on a d'une manière le privilège d'être dans le système et en hors du système, mais on a aussi la malchance d'avoir besoin de mettre toute notre énergie à naviguer un système qui est pas fait pour les personnes qui sont racisées. Donc, avec ça, au sujet de that trust within, de se rappeler que historiquement, pour les Noirs, aller pour-delà de leur médecin ou quoi que ce soit, il y avait l'idée qu'à un point dans les 1700, au début de la colonisation, puis toutes ces choses-là, l'idée était qu'on n'avait pas de santé mentale. Donc, de un bord, ça disait on n'a pas de santé mentale parce qu'on n'a pas le stress de avoir to have land, de toutes ces choses-là. Puis là, d'un autre bord, il y avait l'idée que, on a beaucoup de santé mentale. Donc, c'était d'un extrême à l'autre. Donc, il faut aussi, comme communauté, qu'on réalise les adversités qui ont été développées ou qui ont été expériencées dans notre historique, qui fait peut-être un petit peu plus difficile de pouvoir juste faire la recherche puis faire de la demande. Donc, je crois que c'est important de réaliser que d'avoir la compassion de soi-même, que parfois, si que c'est difficile pour toi à pouvoir aller puis de dire, tu sais, j'ai le droit d'avoir ces services-là, que parfois il y a une étape avant ça, hein? There's that healing and recovery journey of qu'est-ce qu'être noir veut dire à moi, tu sais, si tu as été assimilé ou tu as été dans une situation où ta communauté a été non racisée, parfois tu as perdu ce que ça veut dire, what does blackness mean to you, tu sais, comme que Vivette avait mentionné, non seulement comment le langage qu'on utilise, mais comment que tu parles à toi-même et comment que tu parles de toi-même aussi peut jouer un gros rôle. Non seulement comment tu parles à tes enfants et tout ça, mais aussi comment tu t'en parles de toi-même, que si tu as été accoutumé ou appris que toi, tu es indésirable, hein? You're undesirable versus desirable. Donc ça c'est peut-être le point que j'ajouterais là au sujet de la compassion de soi-même. Merci beaucoup. Thank you, Ms. Carter. Merci vraiment à vous trois pour vos différentes interventions. Et puis, j'ai juste un petit commentaire là pour qu'on puisse se rire un peu, mais il y a quelqu'un qui dit l'expérience de la poupée noire, de la poupée blanche a toujours marché. Donc, je me dis, peut-être que maintenant, il faudrait créer des poupées noires pour que ça soit compensé. Donc, vraiment, il dit c'est vraiment une triste réalité, mais c'est vrai parce que depuis toujours, je n'ai jamais vu de poupées noires. Moi, pour être honnête, là, je ne sais pas si ça existe même, mais bon. C'était juste pour signaler et puis mentionner ce petit point. Donc, merci à toi, Amine, depuis ta position, d'avoir partagé vraiment cela avec nous. Et Monsieur Sall, je pense que vous avez ce truc qui fait qu'on a envie de vous poser des questions. Et devinez qui est-ce qui va vous poser la question cette fois-ci? Ben, c'est ma très chère collègue Florence qui a une question pour vous. Donc, Florence, à toi la parole pour Monsieur Sall. J'ai l'impression. Je me prépare. J'ai l'impression en écoutant Kéla que redonner confiance, quelque part, ça me fait penser à ce que les employeurs ont comme responsabilité aussi. C'est-à-dire qu'on passe quand même à peu près, je dirais, la moitié de notre temps au travail. Et j'ai envie de vous demander quelle est la responsabilité des employeurs, quel rôle ils peuvent jouer face aux fragilités de leurs employés noirs, autochtones ou racisés. Donc, tu dis, la question est à moi ou M. Sall, excuse? On peut peut-être commencer par les Lassalle. Si tu c'est ça. Finir. M. Sall. Kayla, tu peux y aller. Ah. Oh, OK, donc je pense que M. Sall joue une technique là, donc la femme d'abord. Et puis M. Sall, je suis tout à fait d'accord. Comme ça, préparez-vous pour répondre. Voilà, donc Kayla, si tu peux répondre, libre vraiment à toi. OK, excuse, j'avais mal compris ça, mais pour moi, je crois que la première chose, c'est un petit peu ce que Vivette a dit, c'est de se questionner au sujet de qu'est-ce que c'est que nous, on a appris là. Il faut qu'on questionne les croyances qu'on a, mais aussi, surtout, si que comme employeur, on fait une décision qu'on veut être racially inclusive ou racially aware, c'est pas assez d'avoir des quotas. Hein? Il faut vraiment qu'on fasse des étapes parce que non seulement qu'il faut qu'on crée un environnement physique qui fait la bienvenue à tout,
mais aussi dans le langage puis les politiques qu'on a, les procédures qu'on a, de se demander comme les procédures de temps, disons. C'est-tu colonisé ou c'est-tu inclusif? Les idées de notre habillement, qu'est-ce qui est professionnel puis qu'est-ce qui est déterminé non professionnel. Vraiment de faire la demande, de peut-être avoir quelqu'un qui peut consulter pour vraiment réviser le matériel puis donner l'éducation à les employés. À les employeurs, je veux dire. Puis aussi, c'est pas assez de simplement juste, comme j'avais mentionné, avoir un quota. Il faut parfois qu'on fasse l'effort d'aller chercher dans les communautés les personnes qui sont racisées. C'est pas assez pour dire, hey, personne racisée, venez, j'ai un emploi pour vous. We need to build that trust. It's the trust and connection. Donc, parfois, il faut qu'on fasse un petit peu plus pour faire sûr que les personnes racisées se sont non seulement la bienvenue, mais they feel safe aussi, qu'ils savent qu'ils rentrent dans un environnement où ils n'ont pas besoin de se douter de dire, hey, ça que j'aimerais partager, do I have to police myself? Faut-tu que je tienne les choses que je dis ou que ce soit? L'environnement joue un gros rôle. Une fois, j'avais vu un site web, quelqu'un qui a essayé de m'inviter à quelque chose, puis le site web c'était vraiment blanc. Donc, ça me donnait pas vraiment l'encouragement que c'était si inclusif, même si que le langage disait, on est divers, on est inclusif. Mais les photos, le vibe de le site web n'était pas nécessairement de cette manière-là. Donc, c'est vraiment regarder consciemment et aussi subconsciemment comment qu'on projette être inclusif vraiment. Donc, c'est disconfort. Mais je vais laisser à vous, M. Saad, de continuer le dialogue. Oui, mais c'est qu'avec les employeurs, c'est vrai que c'est assez complexe. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les personnes racisées, en général, quand elles sont recrutées, souvent, on ne les retrouve pas dans les instances de décision aussi, dans les entreprises. Donc, ça, c'est quelque chose auquel il faut remédier. Et la politique d'équité en matière d'emploi, justement, a des failles dans ce domaine-là, parce que c'est une politique aussi qui parle de faire en sorte que les Noirs, on ne les empêche pas d'être promus à des postes de direction, de gestion, etc., mais qui ne fait pas grand-chose justement pour mettre ça en œuvre. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, les employeurs, il faut être pragmatique avec eux, c'est-à-dire qu'il faut les éduquer de telle sorte qu'ils vont percevoir la diversité comme un facteur de production et de productivité. Et ça, en général, ce qui arrive, c'est que tous les employeurs qui ont tant soit peu perçu qu'avoir une force de travail diversifiée est un facteur de productivité, ce sont ces employeurs-là qui sont souvent les plus ouverts à la diversité. Parce que rien n'intéresse un employeur que la productivité. Rien ne l'intéresse de plus que la productivité. Je peux donner le meilleur exemple ici, c'est l'exemple des banques. Quand ils se sont rendus compte que les Noirs et les personnes nord-africaines qui recrutaient leur amenaient de la clientèle, là, ils se sont rendus compte ils sont devenus pratiquement des champions de la diversité. Ce n'est pas par humanisme qu'elles le sont devenues, c'est parce qu'ils ont vu les profits que ça a apporté. Imaginez le nombre de banques qu'on a ici, la compétition féroce entre des banques comme la Banque nationale, TD, RBC, etc. Et donc, c'est la Banque nationale qui a ouvert le bal, mais on a vu que les autres banques ont suivi parce qu'elles ont vu les bénéfices de la diversité. Moi-même qui vous parle, j'étais à la RBC avant, mais c'était blanc. Ensuite, c'est un gars de la Banque nationale, un gars de l'Afrique de l'Ouest qui est venu à mon bureau et qui m'a présenté les avantages, qui me parlait dans ma propre langue. Et là, j'ai changé tout de suite. Imaginez, quand je voulais avoir des services, j'avais des services même dans ma langue maternelle, le Peul. Et donc, imaginez, donc, ces banques-là se sont rendues compte des bénéfices de la diversité, contrairement aux employeurs dans les services publics. C'est-à-dire que dans le service public, là, surtout provincial et autres, c'est là où on a souvent le plus de problèmes parce qu'on n'arrive pas à... Imaginez le domaine de la santé, par exemple. On est en train de créer une segmentation des emplois dans ce domaine. Dans les foyers de soins pour personnes âgées, vous allez trouver beaucoup de personnes racisées qui travaillent parce que ce sont des emplois qui sont jugés de moins bonne qualité. Mais pour les autres postes, à part Bathurst, là, qui fait exception, où on trouve une niche de médecins noirs qui sont là, mais dans le reste de la province, ici au Nouveau-Brunswick, ce n'est pas ça. Et même dans le domaine de la gestion, dans les postes de direction ou de gestion, dans le domaine de la santé aussi, on ne trouve pas de personnes racisées pratiquement. L'éducation au niveau primaire et secondaire aussi, c'est pratiquement pareil. Imaginez.
C'est vrai. Alors, je me permets de vous interrompre parce que Yann Vivette va devoir nous quitter dans très peu de temps et elle souhaitait répondre aussi à cette question. Oui, oui, je m'excuse, j'ai une autre réunion à 4 heures. Donc, c'est juste pour partager rapidement un aspect qui est aussi à prendre en compte, c'est que en tant qu'employeur, il ne faut pas oublier qu'on peut avoir d'autres personnes issues de la communauté noire qui oppressent aussi leurs collègues issus de la communauté noire dans le même service. Il ne faut pas partir sur base de l'idée que c'est uniquement les autres communautés. Non, non, non. Même entre nous aussi, il peut y avoir des personnes qui ont un peu ce qu'on appelle le racisme internalisé, c'est-à-dire qui s'identifient à l'agresseur. Ils vont aussi opprimer leurs collègues qui sont noirs comme eux. Ils vont contribuer à ce qu'il n'y ait pas un safe space, un endroit où tu peux exprimer ce qui se passe de manière sécuritaire. Et même quand on met en place des politiques, il faut que ces politiques soient suivies jusqu'au bout. Ben, ce qui peut arriver, c'est oui, viens, écoute, va aux ressources humaines, on va t'écouter, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Tu prends la plainte, on fait tout, mais il n'y a jamais de suivi. Il n'y a jamais de suivi. Donc, il ne suffit pas de mettre en place des politiques. Il faut que ces politiques-là, on les suive vraiment jusqu'au bout, qu'on aille vraiment jusqu'au bout et qu'on n'essaye pas d'intimider les personnes qui essaient d'exercer leurs droits. C'est un peu comme quand on affiche une offre d'emploi et qu'on dit, voilà, tout le monde peut postuler, diversité, inclusion et tout, alors qu'on sait pertinemment qu'on ne prendra pas tout le monde. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Même au sein d'un même service, l'oppression peut venir des personnes issues de la même communauté. Et à ce moment, il faut entendre ça, il faut ouvrir un espace sécuritaire, rassurer les gens sur le fait que c'est confidentiel, oui, parce que la confidentialité, c'est très important. Déjà, ces personnes ont peur. Si elles se rendent compte qu'en venant se confier sur ce qu'elles vivent, ça va se retrouver dans tout le service où on va aller le répéter à l'autre personne, ben, elles ne vont plus jamais le faire. Donc ça, c'est des petites choses comme ça qui se passent souvent avec des personnes qui ont osé porter plainte et qui se retrouvent avec un gros système répressif et se disent plus jamais je vais parler de ça, je préfère faire comme tout le monde, me taire et puis supporter. Donc voilà, je voulais juste partager ce point avec vous avant de m'en aller. Je suis vraiment désolée de partir, c'était très intéressant et bon, j'espère qu'on on pourra se revoir à une autre occasion. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Yann Vivette. Je vous souhaite une excellente soirée. Serge, si tu veux prendre le relais. Ben, en tout cas, merci encore à vous pour le temps et puis on ne vous gardera pas aussi longtemps parce que vous devez vous en aller. Merci encore et on espère vous revoir en personne dans une autre condition. Merci beaucoup à vous aussi. Merci Leïla, merci Kayla, merci Serge et tout le monde et tous ceux qui ont participé. J'ai une alarme incendie chez moi, voilà, c'est vraiment pas le bon jour. Au revoir. Au revoir. Ça démontre vraiment à quel point Mme Vivette est beaucoup occupée, je disais tantôt, avec son nom professionnel kilométrique. Donc, vous voyez comment est-ce qu'elle gère tout à la fois. Donc, en tout cas, moi, j'ai terminé. Je ne sais pas si dans la série de questions, je n'en ai plus. Et Florence, si tu peux bien nous terminer en bonté, qu'est-ce que nous avons si bien commencé. Donc, je te laisse la parole pour terminer. Alors, je crois qu'on va le faire en duo, cette fin de dialogue. J'invite Sarah Azari qui va donner le mot de la fin pour le RIFNB. Merci à tous d'être là. Merci à toi, Florence, et à Serge pour avoir aussi bien animé ce dialogue. C'était super intéressant. Merci tout d'abord à nos panélistes. Je ne vous remercierai jamais assez. Ils n'ont pas hésité à nous faire profiter de leur expertise. Ils ont dit oui tout de suite. Et merci pour votre rapport inestimable à ce dialogue. Nous sommes honorés et tellement heureux de votre participation. Nous remercions bien évidemment Dialogue MV qui sont toujours partants pour collaborer avec nous sur de merveilleux projets comme celui-ci. Merci encore à nos partenaires, l'Association des étudiants internationaux de campus de l'Université de Moncton et le Conseil des personnes d'ascendance africaine du Nouveau-Brunswick qui ont contribué activement à la mise en place de ce dialogue. Ils n'ont pas hésité à participer avec nous, à donner des suggestions, donner leur avis, etc. Nous sommes heureux d'avoir initié ce dialogue public inédit pour mieux comprendre l'impact du racisme systémique sur la santé mentale et nous espérons que ces excellentes interventions nous feront réfléchir et nous encourageront à agir, que le monde réalisera qu'il peut aller chercher de l'aide, que nous pouvons contribuer et que nous continuerons à contribuer. Ceci n'est qu'une introduction au sujet.
Et nous serons plus qu'heureux d'initier d'autres projets dans ce sens et dans différents sujets qui vous interpellent. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi dans ce sens. Merci à notre bailleur de fonds, Opportunité Nouveau à Brunswick, pour avoir rendu ce projet possible. Et je finis bien évidemment par remercier les participants. Et je vous dis à très bientôt à tous. Merci. Merci Alors, beaucoup, Sarah. Merci, Florence. Je te laisse le dernier mot. eh bien, notre webinaire touche à sa fin. Nous espérons que vous avez passé tous un bon moment avec nous et que les explications de nos panélistes ont pu vous permettre d'avoir une meilleure connaissance du sujet. Alors, Sarah a remercié à peu près tout le monde. Il ne me reste plus qu'à ajouter un grand merci à notre interprète, Yolande Chiasson, à toute l'équipe de Dialogue NB qui a travaillé en coulisses aujourd'hui pour modérer ce webinaire sur Zoom, Facebook et Twitter. Je remercie également la télé Rogers pour l'enregistrement et la diffusion. Puis je remercie bien sûr Serge qui a co-animé avec moi avec brio et dynamisme tel qu'on le connaît. Et puis je terminerai par remercier nos participants et téléspectateurs sur Zoom, Facebook et Rogers. Merci. Thank you. Well, Aline, One. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Bon appétit et pensez à moi quand vous serez à table. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.